Parfois, le cœur se souvient de ce que l'esprit tente d'oublier. Parfois, une promesse faite dans l'enfance devient le fondement de toute la vie d'une femme. À 16 ans, Amelia Rose est tombée éperdument amoureuse de Hunter Kane, un cowboy gentil et imposant qui vivait dans la petite ville de Lark Ridge. Lorsqu'elle lui a avoué ses sentiments, il lui a souri tristement et lui a dit « Reviens quand tu seras plus âgée, petite. » Ces mots lui ont brisé le cœur, mais lui ont donné un but. 10 ans plus tard, elle revient en femme accomplie, forte de sa réputation. Le ranch de Hunter est en faillite et celui-ci a été blessé lors d'un conflit foncier. La jeune fille au cœur brisé est devenue une femme qui tient ses promesses. Mais certaines choses ont changé, d'autres non. L'homme qui l'avait autrefois renvoyée sera-t-il prêt à accepter la femme qu'elle est devenue? Avant de replonger dans l'histoire, dites-nous d'où vous nous écoutez. Et si cette histoire vous touche, assurez-vous d'être abonné, car demain, j'ai réservé quelque chose de très spécial pour vous. Le soleil matinal projetait de longues ombres sur Larkpur Ridge lorsque Amelia Rose descendit de la diligence poussiéreuse. Ses bottes de voyage en cuir trouvèrent une prise sur la plateforme en bois familière. 10 ans avaient usé la vitre comme une vieille Céline, toujours fonctionnelle, toujours fière, mais portant les marques du temps et des épreuves. La peinture du magasin général de Murphy, avait parlé pour prendre une douce teinte gris-bleu et le poteau du barbier, autrefois droit et solide, penchait désormais légèrement vers l'est, comme s'il s'inclinait devant les vents persistants de la prairie. Elle ajusta le bord de son chapeau sombre et époussa la poussière du voyage sur sa robe d'équitation vert émeraude, un vêtement qui témoignait de sa réussite et de son indépendance, confectionné à Denver par des mains expertes. Le tissu était à la fois pratique et élégant, conçu pour une femme qui avait appris à naviguer avec la même grâce dans le monde des affaires et dans celui de la frontière. Son reflet dans la vitre du bureau de la diligence montrait un visage qui avait perdu la rondeur de la jeunesse, mais qui avait gagné quelque chose de plus précieux, la confiance tranquille qui vient du fait d'avoir tracé son propre chemin dans le monde. « Eh bien, que je sois bénie », dit une voix joyeuse derrière elle. « Petite Amelia Rose, c'est vraiment toi ?» Elle se retourna et découvrit le vieux Pete Hawkins, l'historien officieux de la ville et figure incontournable devant la poste. Sa barbe avait complètement disparu, mais ses yeux avaient conservé la même chaleur dont elle se souvenait depuis son enfance. Il était assis et sculptait un morceau de cèdre, ses mains burinées bougeant avec une aisance acquise par l'expérience. « Bonjour, Pete », dit-elle en lui offrant un sourire sincère. « Vous avez l'air en forme, je ne peux pas me plaindre. Mes articulations me rappellent chaque tempête qui passe par ici. » Il posa son couteau et la regarda attentivement. « Bon sang, tu es devenue une vraie dame. J'ai entendu dire que tu t'étais fait un nom dans le commerce du bétail. J'ai eu de la chance. » Ces mots ne trahissaient aucune fausse modestie. Amelia avait appris que le succès parlait de lui-même et que se vanter était un luxe qu'elle ne pouvait se permettre dans un monde d'hommes. « Martha tient toujours la pension? » Comme d'habitude, même si elle a moins de clients ces derniers temps. L'expression de Pete s'assombrit légèrement. Les temps ont été durs pour les gens d'ici, vraiment durs. Amelia acquiesça, comprenant plus qu'il ne le pensait. Son retour à Lure Ridge n'avait pas été impulsif. La nouvelle s'était répandue le long des routes du bétail, portée par les conducteurs et les commerçants qui connaissaient sa réputation. Le nom de Hunter Kane avait été mentionné dans des conversations inquiètes. Les problèmes avec le chemin de fer, la blessure, les dettes qui s'accumulaient. Chaque information avait touché quelque chose au plus profond d'elle, un lien qui la reliait à cet endroit et à lui. Peu importe la distance qu'elle avait parcourue, la pension se trouvait au bout de Main Street, un bâtiment blanc de 2 étages avec des volets verts et un porche qui avait vu d'innombrables couchers de soleil. Martha Caldwell apparut alors qu'Amelia s'approchait, s'essuyant les mains sur un tablier couvert de poussière de fleurs. Ses cheveux gris étaient tirés en arrière en un chignon pratique, et son visage portait les rides d'une femme qui avait traversé les tempêtes de la vie avec grâce. « Amelia Rose », dit Martha, sa voix mêlant surprise et plaisir sincère. « J'ai entendu la diligence arriver, mais je n'aurais jamais imaginé. Viens ici, mon enfant. » L'étreinte était chaleureuse et maternelle, embaumant le pain frais et le savon à la lavande. Pendant un instant, Amelia se permit de se sentir à nouveau jeune, protégée et aimée, comme seule sa ville natale pouvait le lui offrir. « J'espère que tu vas rester un moment, »
demanda Martha en reculant pour l'observer de ses yeux maternels. Je ne sais pas encore. Cela dépend de plusieurs choses. Le regard entendu de Martha suggérait qu'elle comprenait parfaitement de quoi il s'agissait. Eh bien, j'ai ta vieille chambre disponible, celle qui donne sur le jardin de l'église. Alors qu'elle rentrait à l'intérieur, Martha continua à parler comme le font les femmes qui ont vécu assez longtemps pour pouvoir s'exprimer librement. Je suppose que tu as entendu parler des problèmes de Hunter. C'est terrible. Ce que cette compagnie ferroviaire essaie de faire, cet homme a vécu sur cette terre toute sa vie, et son père avant de lui. Maintenant, ils arrivent avec leurs papiers et leurs menaces, pensant qu'ils peuvent simplement prendre ce qui appartient à d'autres. Amelia s'assit dans la pièce familière, remarquant à quel point elle avait peu changé. La même couette recouvrait le lit étroit. Les mêmes rideaux en dentelle filtraient de la lumière de l'après-midi. Mais elle était différente maintenant, et la pièce semblait plus petite, comme si elle avait dépassé ses dimensions physiques. « Parle-moi de Hunter », dit-elle doucement. Martha s'installait dans le fauteuil à bascule près de la fenêtre, les mains naturellement posées sur ses genoux. Ce garçon, même si je suppose qu'il n'est plus vraiment un garçon, porte un fardeau trop lourd à lui seul. Il l'a toujours fait, même quand il était enfant. Tu te souviens comment il était? Amelia s'en souvenait avec une clarté qui la surprit. À 26 ans, Hunter Kane était déjà un homme façonné par les responsabilités. Son père était mort alors qu'il avait à peine 18 ans, le laissant seul pour gérer le ranch et les dettes. Alors que les autres jeunes hommes faisaient la fête, Hunter se levait avant l'aube pour vérifier le bétail et réparer les clôtures. La ville le respectait pour son caractère stable, mais le respect était souvent un compagnon solitaire. « Il était gentil avec moi, » dit Amelia, ses mots ayant plus de poids que leur simplicité ne le suggérait. « Tu étais spécial pour lui, mon enfant. N'importe qui pouvait le voir. » La voix de Martha s'adoucit. Mais Hunter Kane a toujours été un homme qui faisait passer le devoir avant le désir. Quand tu avais 16 ans, tu étais une enfant à ses yeux, peu importe ce que tu ressentais. Il a fait ce qu'il pensait être juste. Le souvenir lui revint avec une douloureuse clarté. Elle l'avait attendu derrière l'église après le service dominical, le cœur battant contre ses côtes comme un oiseau pris au piège. Le ruban bleu dans ses cheveux était neuf, acheté avec l'argent qu'elle avait économisé en aidant son père dans sa forge. Elle avait répété ces mots pendant des semaines, debout devant le miroir de sa chambre, essayant de trouver le courage pour ce qui semblait être la conversation la plus importante de sa vie. Hunter avait été surpris de la voir là, son chapeau du dimanche à la main, ses cheveux bruns portant encore les légères marques laissées par le ruban. Il était si grand qu'elle devait lever les yeux pour le regarder, et ses yeux, gris comme des nuages d'orage, étaient doux mais méfiants. « Hunter », avait-elle commencé, la voix tremblante d'énergie nerveuse. « J'ai quelque chose d'important à te dire. » Il l'avait écouté lui ouvrir son cœur, lui parler d'amour avec toute la certitude passionnée de la jeunesse. Elle lui avait parlé des rêves qu'elle faisait, de l'avenir qu'elle imaginait, de la certitude que ce qu'elle ressentait était réel, durable et destiné à durer. Quand elle eut terminé, il resta silencieux pendant un long moment. Puis, avec une infinie douceur, il posa sa grande main sur le sommet de sa tête, son contact chaud et protecteur. « Ma petite, avait-il dit d'une voix à la fois douce et triste, tu es une fille adorable avec un bon cœur, mais tu n'as que 16 ans. Tu ne sais pas encore ce que le monde attendra de toi, ni ce que tu voudras quand tu seras grande. Reviens me voir quand tu seras plus âgée. » Ces mots l'avaient frappée comme un coup physique. Elle s'était enfuie en pleurant ce jour-là. Le ruban bleu s'était déchiré dans ses cheveux, accroché aux branches basses alors qu'elle s'enfuyait à travers les bois derrière l'église. Elle avait pensé qu'il la rejetait, qu'il considérait ses sentiments comme des fantaisies enfantines. Maintenant, assise dans la chambre de la pension où elle avait passé d'innombrables nuits à rêver d'une vie différente, Amelia comprenait ce qu'elle était trop jeune pour voir. Hunter n'avait pas été cruel, il avait été sage. Il avait vu en elle quelque chose qu'elle-même n'avait pas encore reconnu, le potentiel de devenir plus que ce que Larker Ridge pouvait lui offrir. La force de tracirculer sa propre voix dans un monde qui accueillait rarement l'ambition féminine. « Où est-il maintenant ?» demanda-t-elle à Martha. « Probablement au ranch. Il ne vient plus beaucoup en ville, pas depuis que les problèmes ont commencé. La fierté, tu sais. Hunter a toujours été trop fier pour son propre bien. » Amelia se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant la ville qui avait façonné son enfance. Le clocher de l'église s'élevait toujours vers le ciel infini,
Et au-delà, elle pouvait voir les collines ondulantes qui menaient à la propriété de Kane. Quelque part là-bas, l'homme qui l'avait renvoyé luttait contre des fardeaux qu'il était trop têtu pour partager. Les gens du chemin de fer, dit-elle. À quel point la menace est-elle sérieuse? Le visage de Martha se durcit. Assez grave. Ils font pression sur tous ceux qui possèdent des terres le long du tracé prévu. Certains ont vendu, pris ce qu'ils pouvaient obtenir et sont partis. Mais Hunter ne cède pas. Il dit que son père est enterré sur ses terres et qu'il y sera enterré lui aussi avant de laisser les compagnies ferroviaires les lui voler. Et son accident s'est produit il y a 3 semaines. Des hommes sont venus au ranch, disant qu'ils étaient là pour faire une offre finale. Quand Hunter a refusé, les choses ont mal tourné. Il a tenu tête à 3 d'entre eux, mais l'un d'eux avait une matraque. Il l'a frappé aux côtes et lui a laissé une vilaine entaille à la tête. Le docteur Patterson dit qu'il guérit, mais il ne bouge plus comme avant. Amelia sentit quelque chose de froid s'installer dans son estomac. L'image de Hunter, fort et capable, battu par des voyous à la solde de la compagnie, suscita en elle une colère qu'elle n'avait pas prévue. Mais sous cette colère se cachait autre chose. Un instinct protecteur féroce qui n'avait rien à voir avec son béguin d'enfance, mais tout à voir avec la femme qu'elle était devenue. « J'aurais besoin d'emprunter un cheval demain, dit-elle. Martha sourit, l'air entendu et approbateur. « Je m'en doutais. Il y a une bonne jument à l'écurie, douce mais fougueuse. Elle me rappelle quelqu'un que je connais. » Alors que le soleil se couchait sur Locker Ridge, peignant le ciel de nuances dorées et cramoisies, Amelia se prépara à dormir dans la chambre de son enfance, mais le sommeil tardait à venir. Voir ne venait pas du tout. Son esprit était occupé par des souvenirs et des possibilités, par le garçon qu'elle avait aimé et l'homme qu'il était devenu. Demain apporterait des réponses aux questions qu'elle se posait depuis 10 ans. Demain, elle saurait si Hunter Kane était prêt à la voir, non pas comme l'enfant qui était parti, mais comme la femme qui était revenue pour tenir une promesse qu'elle s'était faite à elle-même il y a toutes ces années. La dernière chose qu'elle vit avant que le sommeil ne l'emporte enfin fut le ruban bleu défraîchi qu'elle gardait dans son coffret à bijoux. Souvenir de son innocence perdue et du moment qui avait façonné tout ce qui avait suivi. Demain, elle affronterait l'homme qui lui avait donné à la fois un chagrin d'amour et un but dans la vie. Demain, elle découvrirait si certaines promesses valaient la peine d'être tenues toute une vie. L'air matinal était imprégné du parfum de la sauge et d'une pluie lointaine. Alors qu'Amelia guidait la jument empruntée le long du chemin familier menant au ranch Kane, le cheval, un alezan avec des marques blanches que Martha avait appelé Songbird, avançait avec grâce sous elle, répondant à la pression subtile de ses genoux, qui avait appris à communiquer avec les chevaux au cours des années qui avaient suivi son départ de Lock Ridge. La campagne s'étendait devant eux en douces ondulations de prairies parsemées de groupes de peupliers qui marquaient la présence de ruisseaux cachés. C'était une terre magnifique, le genre de terre qui s'inscrit dans les os d'un homme et le rend prêt à se battre pour chaque acre. Amelia pouvait comprendre pourquoi Hunter refusait de l'abandonner, pourquoi il préférait s'opposer aux menaces d'une compagnie ferroviaire plutôt que de partir avec l'argent qu'elle lui offrait. Alors qu'ils franchissaient la dernière colline, la propriété des Kane s'étendait sous leurs yeux, et le cœur d'Amelia se serra à la vue de ce qu'elle découvrit. Le ranch qui, dans ses souvenirs, était un lieu de force et de prospérité, montrait désormais des signes évidents de difficulté. La maison principale se dressait toujours fièrement, ses rondins usés par les intempéries, mais solides, mais plusieurs dépendances avaient besoin d'être réparées. Les poteaux de la clôture penchaient dans des angles étranges et la porte du corral pendait de travers sur ses gonds. Mais le plus révélateur était l'absence du troupeau de bétail qui aurait dû paître dans les pâturages voisins. Vendu pour payer les dettes ou déplacé vers des pâturages plus éloignés, son absence témoignait de choix difficiles et de temps encore plus difficiles. Elle le trouva près de la grange, lui tournant le dos, alors qu'il luttait pour mettre en place une lourde poutre. Même de loin, elle pouvait voir qu'il bougeait avec précaution, favorisant son côté gauche, où la blessure avait fait des ravages. Sa chemise, autrefois blanche, mais maintenant tachée de sueur et de saleté, tendait sur des épaules qui lui semblaient plus larges que dans son souvenir, mais c'était peut-être parce que le reste de son corps s'était amaigri à cause des épreuves. « Cette poutre est trop lourde pour qu'un seul homme puisse la soulever », cria-t-elle en descendant de cheval et en attachant Songbird au poteau d'attache. Hunter Kane se figea, les mains toujours agrippées à la poutre.
Pendant un long moment, il ne se retourna pas, et Amelia se demanda s'il se préparait à cette rencontre de la même manière qu'elle le faisait depuis son arrivée en ville la veille. Lorsqu'il se tourna enfin vers elle, elle sentit son souffle se bloquer dans sa gorge. Les années avaient creusé des rides autour de ses yeux gris et ajouté des mèches argentées à ses cheveux foncés, mais elles avaient également affiné les traits anguleux de son visage d'une manière qui fit battre son cœur plus fort. Le garçon qu'elle avait aimé était devenu un homme dont la présence remplissait l'espace autour de lui d'une autorité tranquille. Mais c'était la lassitude de son expression qui la paralysait. Ce n'était plus le gentil géant qui lui tapotait la tête et la renvoyait avec des mots aimables. C'était un homme qui avait été poussé à bout et qui avait appris à se protéger contre toute nouvelle souffrance. Amelia se leva, dit-il d'une voix plus grave que dans son souvenir, mais avec la même cadence prudente. Martha dit, « Tu étais de retour en ville. Bonjour, Hunter. » Elle garda une voix calme et professionnelle, le ton qu'elle utilisait lorsqu'elle négociait l'achat de bétail avec des hommes qui s'attendaient à ce qu'elle échoue. « J'ai entendu dire que tu avais des problèmes, » dit-il en serrant les mâchoires de manière presque imperceptible. « Rien que je ne puisse gérer. D'après ce que je vois, ce bois suggère le contraire. » Une lueur de l'ancien chasseur apparut dans ses yeux, mi-amusé, mais mi-exaspéré par sa franchise. « Tu continues à dire ce que tu penses, je vois. Ça m'a bien servi. » Elle s'approcha, remarquant qu'il se redressait malgré la douleur évidente dans ses côtes. « Tu es blessé. Je guéris. Ce n'est pas la même chose. » Elle fit un geste vers le bois. « Laisse-moi t'aider. Je n'ai pas besoin de Hunter Kane. » Sa voix avait l'autorité qu'elle avait acquise en dirigeant des troupeaux de bétail et en gérant des affaires, des transactions qui rapportaient plus d'argent que la plupart des habitants de Lark Ridge n'envoyaient dans toute leur vie. J'ai passé les 10 dernières années à apprendre comment faire avancer les choses. Je ne suis pas venu ici pour vous regarder vous blesser davantage par orgueil. Pendant un instant, ils se regardèrent fixement à travers la cour poussiéreuse du ranch. Dans le silence, Amelia pouvait entendre le mugissement lointain du bétail, le murmure du vent dans les peupliers et les battements rapides de son propre cœur. Ce n'était pas ainsi qu'elle avait imaginé leur retrouvaille, mais après tout, rien dans ce retour au bercail ne correspondait à ses attentes. Les épaules de Hunter s'affaissèrent légèrement, et elle vit le moment précis où la fatigue l'emporta sur la fierté. « D'accord, dit-il doucement, mais je te préviens, je ne suis pas très bavard ces jours-ci. Je ne suis pas venu ici pour parler. » Elle mentit sans sourciller, s'approchant pour saisir une extrémité de la lourde poutre. « Je suis venu pour aider. » En travaillant ensemble, ils réussirent à mettre la poutre en place. Hunter dirigeait les opérations tandis qu'Amelia fournissait la force supplémentaire dont il avait besoin pour la fixer correctement. Le travail physique lui faisait du bien après plusieurs jours de voyage, et elle se surprit à se replonger dans le rythme familier du travail à la ferme que son corps avait gardé en mémoire malgré ses années passées en ville. « Tu as appris à te débrouiller, » observa Hunter alors qu'il reculait pour examiner leur travail. « J'ai dû m'y mettre. Le secteur de l'élevage n'est pas indulgent avec les femmes qui ne sont pas capables de tirer leur épingle du jeu. » « Le secteur de l'élevage ?» Il essuya la sueur de son front avec le dos de la main. « J'ai entendu des rumeurs, mais je n'étais pas sûr qu'elles soient vraies. Tu gagnes vraiment ta vie grâce à ça. Plus que ma vie. » Malgré ses efforts pour rester modeste, la fierté se glissa dans sa voix. « J'ai des contrats avec 3 grands ranchs du Colorado et des contacts avec des acheteurs jusqu'à Chicago, à l'est. » Hunter la regarda avec un intérêt nouveau, la voyant peut-être pour la première fois, non pas comme la fille qui était partie, mais comme la femme qui était revenue. C'est tout un exploit. En effet, elle soutint son regard, et cela m'a appris à reconnaître quand quelqu'un a des problèmes, qu'il veuille l'admettre ou non. Son expression redevint fermée. Le moment de connexion s'est refermé derrière des murs familiers. Je t'ai dit que je pouvais gérer mes propres problèmes. Et toi, tu le peux? Elle fit un geste vers le ranch qui les entourait. Parce que d'où je me trouve, on dirait que ce sont ces problèmes qui te gèrent. Tu ne sais pas de quoi tu parles, n'est-ce pas? Son tempérament s'enflamma. Des années de frustration et d'inquiétude remontant à la surface. Je sais que les compagnies ferroviaires n'envoient pas des hommes tabasser des éleveurs pour des négociations amicales. Je sais qu'un homme ne vend pas son troupeau de bétail à moins d'être désespérément à court d'argent. Et je sais que Hunter Kane ne laisserait pas son ranch tomber en ruine, à moins que quelque chose ne l'y oblige.
Tu ne sais rien de ce que j'ai dû affronter. Sa voix s'éleva. La colère finit par prendre le dessus sur son contrôle minutieux. Tu es partie, Amelia. Tu es partie il y a 10 ans et tu n'es jamais revenue depuis. Tu n'as pas le droit de revenir et de juger les choix que j'ai faits. Ces mots la frappèrent comme des coups physiques, mais elle tint bon. Tu as raison. Je suis partie, mais je suis là maintenant. Et je vois bien que tu es en train de sombrer. Ce n'est pas le cas. Regarde autour de toi, Hunter. Elle fit un geste de la main vers le ranch en difficulté. Regarde ce que tu essayes de maintenir à flot à force de volonté et d'obstination. Quelles que soient les exigences de la compagnie ferroviaire, quelles que soient les menaces qu'elle te fait peser, c'est plus fort qu'un homme seul ne peut combattre. Pendant un long moment, ils se regardèrent, tous deux haletants, pris entre la douleur du passé et la promesse incertaine du présent. Dans les yeux de Hunter, Amelia pouvait voir la guerre entre sa fierté et son désespoir, entre le garçon qui avait dû assumer les responsabilités d'un homme et l'homme qui avait appris qu'accepter de l'aide était souvent considéré comme un aveu de défaite. Finalement, ses épaules s'affaissèrent à nouveau, et lorsqu'il parla, sa voix trahissait une lassitude qui lui brisa le cœur. « Vincent Ashford, dit-il doucement, c'est le représentant local de la compagnie ferroviaire. Son père est propriétaire de la Continental Western Railroad, et Vincent a été chargé de dégager le droit de passage pour leur nouvelle ligne vers Denver. La plupart des gens ont accepté leurs offres et sont partis, mais quelques-uns d'entre nous ont résisté et ils n'acceptent pas qu'on lui dise non. Il a commencé par exercer des pressions juridiques, puis il est passé à la guerre économique, répandant des mensonges sur mon bétail, ce qui m'a rendu difficile l'obtention de crédit en ville. Quand cela n'a pas fonctionné, il a envoyé ses hommes pour me convaincre de manière plus personnelle. Amelia sentit ses mains se crisper en poing. Les hommes qui t'ont fait du mal. Ils ont été très clairs. Vende ou les choses empireront. Hunter toucha ses côtes avec précaution. J'ai 2 semaines pour reconsidérer ma position, sinon ils reviendront avec une conversation moins amicale. Et tu comptes les affronter seul. C'est mon combat. Non, répondit Amelia fermement. Sa décision se cristallisait dans son esprit comme la glace se forme sur un étang en hiver. Ce n'est plus le cas. Hunter la regarda avec surprise et quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Amelia, j'ai dit que je reviendrai quand je serai plus âgé. Hunter Kane, eh bien, je suis plus âgé maintenant, et je ne suis plus la même fille qui s'est enfuie en pleurant parce que tu l'avais blessée. J'ai monté une entreprise à partir de rien. J'ai affronté des hommes 2 fois plus grands que moi dans des parcs à bestiaux et des salles de réunion, et j'ai appris que parfois, la meilleure façon de résoudre un problème est de l'affronter de front. Cela ne te concerne pas, n'est-ce pas? Elle s'approcha, assez près pour voir les reflets dorés dans ses yeux gris, assez près pour sentir l'odeur du cuir et de la sueur honnête qui semblait le définir. Tu m'as dit de revenir quand je serai plus âgé. C'est vrai. Maintenant, laisse-moi te montrer ce que j'ai appris pendant mon absence. Le silence s'étendit entre eux, lourd d'une histoire tacite et d'une possibilité incertaine. Finalement, Hunter acquiesça lentement. 2 semaines, dit-il. Alors nous ferions mieux de commencer, répondit Amelia. Et pour la première fois depuis son retour à Lockport Ridge, elle vit quelque chose qui ressemblait à du soulagement dans les yeux de Hunter Kane. Le soir venu, la nouvelle s'était répandue à Larker Ridge comme un feu de paille. La femme qui avait réussi dans l'élevage était de retour, et on l'avait vue se rendre au ranch de Hunter Kane dans une ville où les ragots se propageaient plus vite que la diligence de l'après-midi. Une telle nouvelle valait son pesant d'or. Amelia s'en rendit compte lorsqu'elle retourna à la pension et trouva Martha qui l'attendait avec un sourire complice et un dîner chaud qui sentait le poulet rôti et les biscuits frais. « Je suppose que la moitié de la ville sait où j'ai passé ma journée, » dit Amelia en accrochant son chapeau au crochet près de la porte. « L'autre moitié le saura demain matin, » répondit Martha joyeusement. « Assieds-toi et mange avant que ça ne refroidisse. On dirait que tu as travaillé. » Amelia s'installa à la petite table près de la fenêtre. Réalisant soudain à quel point la journée de travail lui avait donné faim, elle se mit à manger tandis que Martha s'affairait dans la pièce, ses mouvements trahissant l'énergie particulière d'une femme débordant de questions, mais trop polie pour les poser directement. Hunter avait l'air d'aller mieux quand je l'ai vu ce matin. Martha finit par s'aventurer. Il est plutôt redevenu lui-même. Il est toujours aussi têtu, si c'est ce que tu veux dire. Têtu, oui, mais pas abattu comme il l'a été ces derniers mois.
Il y a une différence entre un homme qui se bat et un homme qui se contente de subir. Amelia s'interrompit, la fourchette à mi-chemin de sa bouche. Que veux-tu dire? Martha s'installa dans le fauteuil en face d'elle, les mains jointes, signe qu'elle s'apprêtait à partager quelque chose d'important. Ma chérie, j'ai vu ce garçon devenir un homme, et je l'ai vu porter des fardeaux qui auraient brisé la plupart des gens. Mais cette affaire ferroviaire le ronge d'une manière difficile à supporter. Il n'y a pas que les menaces et la pression, mais aussi la solitude que cela implique. Il a des amis en ville. Il a des gens qui le respectent, ce qui n'est pas la même chose. Hunter Kane a passé tant d'années à prendre soin des autres qu'il a oublié comment laisser quelqu'un prendre soin de lui. Avant qu'Amelia n'ait pu répondre, elles furent interrompues par un coup frappé à la porte d'entrée. Martha se leva pour aller ouvrir et revint quelques instants plus tard avec un porte-document en cuir qui portait les marques indéniables d'un travail artisanal coûteux. « Le jeune homme à la porte a dit que c'était pour vous », expliqua Martha en lui tendant le porte-document. Un homme bien habillé, mais quelque chose chez lui ne me plaisait pas. Amelia ouvrit le porte-document et découvrit une collection de documents, de plans de propriété, de papiers juridiques et une lettre écrite d'une écriture soignée sur du papier à lettres coûteux. La lettre était signée Continental Western Railroad Company et la signature au bas de la page était celle de Vincent Ashford. La lettre était brève et professionnelle. Mademoiselle Rose, j'ai cru comprendre que vous étiez revenue à Larker Ridge après une longue absence. En tant que femme d'affaires accomplie, vous appréciez sans doute la valeur du progrès et du développement. Je serais honoré de discuter avec vous de certaines opportunités qui pourraient être mutuellement bénéfiques. Je serai à l'hôtel demain après-midi de 14 heures à 16 h. Souhaiteriez-vous organiser une rencontre? Votre serviteur, Vincent Ashford, coordinateur régional du développement cheminot? Demanda Martha en observant l'expression d'Amelia. Le cheminot? Amelia mit la lettre de côté et examina les autres documents. Il s'agissait d'études détaillées du terrain autour du Ranch Hunter, accompagnées de propositions de tracés et d'estimations de coûts. Ce qui la frappa immédiatement, ce fut l'importance des sommes en jeu, bien supérieure à ce qui serait justifié pour le simple achat de quelques propriétés agricoles. Il veut me rencontrer demain. Les yeux de Martha s'aiguisèrent. Fais attention à lui. Il a les manières d'un citadin et la langue bien pendue, mais il y a quelque chose de froid en lui, comme un serpent dans un costume du dimanche. Ce soir-là, Amelia s'assit près de sa fenêtre pour examiner les documents. Vincent Ashford lui avait envoyé son livre de compte, ouvert à côté d'elle. Le livre était relié en cuir brun usé, ses pages remplies de colonnes de chiffres soignés, de détails, de contrats et de notes sur les prix du bétail sur les marchés de Denver à Saint-Louis. Il représentait 10 ans de travail minutieux, de risques calculés et de succès durement acquis. Plus important encore, il représentait la preuve de ce qu'elle était devenue. Non plus la jeune fille éprise d'amour qui avait quitté Larks Ridge, mais une femme qui comprenait l'argent, la négociation et l'influence qui en découlait. Les chiffres du chemin de fer ne collaient pas. Le montant qu'ils étaient prêts à dépenser pour acquérir les propriétés restantes le long de leur itinéraire était 3 fois supérieur au coût habituel de projets similaires. Soit Vincent Ashford était incompétent, soit ce tronçon de terrain avait quelque chose de particulier qui le rendait bien plus précieux que les droits de pâturage et le droit de passage du chemin de fer. Elle ferma le grand livre et se dirigea vers sa malle de voyage, d'où elle sortit une petite boîte en bois. À l'intérieur, niché entre des couches de papier de soie, se trouvait le ruban bleu défraîchi qu'elle portait le jour où elle avait avoué ses sentiments à Hunter. Elle l'avait emporté avec elle pendant 10 ans de voyage, non par sentimentalisme, mais pour se rappeler ce qui arrivait quand on abordait la vie sans préparation adéquate. La jeune fille qui avait porté ce ruban pensait que l'amour suffisait, que le fait d'éprouver un sentiment fort rendait celui-ci vrai et durable. La femme qui le tenait maintenant comprenait que l'amour, le véritable amour, exigeait plus que de la passion. Il exigeait des connaissances, de la force et la sagesse de savoir quand se battre et quand attendre. Demain, elle rencontrerait Vincent Ashford et apprendrait exactement ce que la Continental Western Railroad Company pensait acheter. Ce soir, elle planifierait sa stratégie avec le même soin qu'elle accordait aux contrats d'élevage et aux négociations commerciales. Le lendemain matin, la nouvelle se répandit dans la ville, encore plus vite que son retour.
Le vieux Pete Hawkins avait passé sa soirée au saloon où les langues déliées et le whisky coulant à flot avaient révélé plusieurs faits intéressants sur les événements récents à Lark Ridge. 3 autres éleveurs avaient reçu la visite des cheminots cette semaine. Pete en fit part à Amelia lorsqu'elle s'arrêta à son poste habituel devant le magasin général. Les Morrison, les Kelly et le jeune Tom Fletcher avaient tous entendu le même discours sur le progrès et le développement et reçu le même message. Vendez maintenant ou subissez les conséquences plus tard. L'un d'entre eux avait-il vendu? Fletcher l'avait fait. Il avait pris son argent et était parti vers l'ouest, en Californie. Il disait qu'il en avait assez de se battre. Je ne peux pas lui en vouloir, avec une jeune femme et un bébé à charge. Le couteau de Pete avançait régulièrement sur le cèdre qu'il tenait dans ses mains, façonnant ce qui ressemblait à un petit cheval. Mais Morrison et Kelly tiennent bon, tout comme Hunter. C'est bien. Cela signifie que Hunter n'est pas seul face à cette situation. Pete leva les yeux de son travail, le visage buriné et sérieux. Peut-être que cela signifie simplement qu'Ashford a plus de cibles parmi lesquelles choisir. Quand il décidera de passer à l'action, cette pensée occupait l'esprit d'Amelia, alors qu'elle se préparait pour sa rencontre avec l'homme du chemin de fer. Elle choisit soigneusement ses vêtements, une robe de voyage bleu foncé, professionnelle sans être ostentatoire, avec une veste assortie qui lui donnait une autorité supplémentaire. Ses cheveux étaient coiffés en arrière dans un style à la fois pratique et digne, et elle portait les petites boucles d'oreilles en or qui avaient appartenu à sa mère. En se regardant dans le miroir, elle ne vit pas la jeune fille qui avait quitté Larkspur Ridge, mais la femme qui avait bâti une entreprise prospère dans un monde qui préférait que les femmes soient discrètes et décoratives. Vincent Ashford était sur le point de découvrir que certaines femmes refusaient d'être l'une ou l'autre. À l'approche de 14 heures, Amelia se dirigea vers l'hôtel d'un pas assuré, son livre de compte sous le bras et l'esprit vif et déterminé. Quel que soit le jeu auquel se livrait la Continental Western Railroad, elle avait l'intention d'en comprendre les règles avant de décider si elle allait s'y joindre ou trouver un moyen de les changer complètement. Le Larkspur Ridge Hotel était un établissement modeste qui se donnait des airs supérieurs à sa condition. Vincent Ashford avait choisi la meilleure suite disponible, un salon donnant sur Main Street, avec un mobilier qui tentait de suggérer le raffinement oriental, mais qui ne parvenait qu'à donner une impression de prétention frontalière. Il se leva lorsque Amelia fut annoncée, et elle comprit immédiatement l'aversion instinctive de Martha pour cet homme. Vincent Ashford était beau, d'une beauté calculée, comme quelqu'un qui n'avait jamais douté de sa propre importance. Son costume était parfaitement taillé, ses cheveux bruns coiffés à la perfection et son sourire reflétait la chaleur habituelle d'un homme habitué à obtenir ce qu'il voulait par son charme avant de recourir à des méthodes moins agréables. « Mademoiselle Rose, dit-il en lui tendant une main manucurée, « je suis ravi de vous rencontrer enfin. Votre réputation vous précède, n'est-ce pas? » Amelia accepta brièvement la poignée de main avant de s'asseoir sur la chaise qu'il lui indiquait. « Je ne savais pas que mes activités commerciales étaient connues dans le milieu ferroviaire. »« Oh, mais elles le sont. Une femme qui réussit dans le commerce du bétail, c'est tout à fait remarquable. Tout à fait remarquable, en effet. » Il s'assit en face d'elle, ses mouvements fluides et assurés. « J'espère que vous avez eu le temps d'examiner les documents que je vous ai envoyés. » « Oui. » Ils ont soulevé plusieurs questions intéressantes, telles que... Amelia ouvrit son grand livre et en retira une feuille couverte de calculs soignés. Vos coûts prévisionnels pour l'acquisition de terrain sont nettement plus élevés que ceux de projets comparables. La ligne Denver Pacific a dépensé environ 40% de moins par kilomètre sur un terrain similaire. Le sourire de Vincent ne faiblit pas, mais quelque chose changea dans son regard. Vous avez fait vos recherches, c'est ce qu'exige une entreprise prospère. Des recherches, des analyses et la compréhension de la véritable valeur de ce qui est négocié. Et que pensez-vous être négocié ici? C'est ce que j'aimerais comprendre. Amelia se cala dans son fauteuil, affichant le calme et la confiance qu'elle avait appris à acquérir. Dans d'innombrables réunions d'affaires, votre lettre mentionnait des opportunités mutuellement. Je suis curieuse de savoir quelles opportunités vous voyez pour quelqu'un dans ma position. Direct. J'apprécie cela chez un partenaire de négociation. Vincent attrapa une carafe en cristal sur la table d'appoint. Du whisky. Il est excellent. Importé du Kentucky. Merci. Non, je préfère garder l'esprit clair pendant les discussions d'affaires. Il se servit une généreuse mesure, le liquide ambré captant la lumière de l'après-midi
qui filtrait à travers les fenêtres poussiéreuses de l'hôtel. Belle Rose, puis-je parler franchement? Je préfère. Vous avez bâti une entreprise impressionnante, mais vous reconnaissez certainement les limites de l'exploitation dans ces territoires frontaliers. Les marchés sont incertains, les transports peu fiables, et le climat politique peut changer sans prévenir. Il but une gorgée de whisky, la regardant par-dessus le bord de son verre. Une femme de votre talent mérite mieux. Mieux, comme le Continental. Western Railroad est en pleine expansion. Nous avons besoin de personnes expérimentées qui comprennent les marchés locaux et peuvent faciliter nos négociations avec les propriétaires fonciers. Quelqu'un avec votre réputation et vos relations pourrait être inestimable. Vous m'offrez un poste, je vous offre un partenariat. Aidez-nous à finaliser nos acquisitions foncières dans cette région et vous recevrez un pourcentage de tous les futurs revenus de frais transitant par ce corridor. Nous parlons de sommes substantielles, Mademoiselle Rose, suffisantes pour vous assurer une vie confortable. Amelia fit mine de réfléchir à l'offre, laissant le silence envahir la pièce, tandis qu'elle observait l'expression confiante de Vincent. Lorsqu'elle prit la parole, sa voix resta calme et professionnelle. « C'est généreux, mais cela m'obligerait à y aller à l'encontre des intérêts de personnes que je connais depuis mon enfance. Les affaires nous permettent rarement le luxe des sentiments personnels, n'est-ce pas? » Elle referma son grand livre d'un petit claquement. « Monsieur Ashford, j'apprécie votre offre, mais je crains de devoir la décliner. » Son sourire finit par disparaître. « Puis-je vous demander pourquoi? Parce que j'ai passé 10 ans à apprendre que certaines choses ont plus de valeur que l'argent et parce que vos chiffres ne concordent toujours pas. Je ne suis pas sûr de comprendre ce que vous voulez dire. » Amelia se leva de sa chaise, ses mouvements délibérés et contrôlés. « Je veux dire qu'aucune compagnie ferroviaire ne dépense autant d'argent pour l'acquisition routinière de terrain, à moins que ces terrains aient quelque chose qui les rende exceptionnellement précieux. Je veux dire que 3 hommes ne passent un pas à tabac qu'un éleveur pour un simple litige foncier. Et je veux dire que vous ne proposez pas de partenariat à des marchands de bétail que vous n'avez jamais rencontrés, à moins d'être désespéré de résoudre un problème qui vous échappe. » Vincent posa son verre, le cristal résonnant contre la table en bois, avec une finalité tranchante. « Vous faites des suppositions. Je tire des conclusions à partir des preuves disponibles. Cela m'a bien servi dans les affaires. » Elle se dirigea vers la porte, puis s'arrêta et se retourna. « Une dernière question, Monsieur Ashford. Qu'est-ce qui rend le ranch de Hunter Kane si important pour votre compagnie ferroviaire? » La propriété de Monsieur Kane fait simplement partie de notre itinéraire prévu, tout comme les ranchs Morrison et Kelly. Pourtant, je doute que vous leur ayez proposé les mêmes avantages que ceux que vous m'offrez. Pour la première fois depuis le début de la conversation, Vincent perdit complètement son sang-froid. Son visage se durcit et, lorsqu'il prit la parole, sa voix avait un ton tranchant qui expliquait la méfiance instinctive de Martha. « Mademoiselle Rose, j'espère que vous ne laisserez pas une loyauté mal placée obscurcir votre jugement commercial. Cette région est en pleine mutation, que les propriétaires fonciers individuels choisissent d'accepter cette réalité ou non. Ceux qui s'adapteront prospéreront. Ceux qui résistent, dit-il en écartant les mains dans un geste à la fois désinvolte et menaçant, en subiront les conséquences et verront le progrès les dépasser. » Amelia ouvrit la porte, puis se retourna une dernière fois. « Monsieur Ashford, je trace ma propre voie dans la vie depuis 10 ans. J'ai affronté des voleurs de bétail, des acheteurs malhonnêtes et des hommes qui pensaient qu'une femme n'avait rien à faire sur leur territoire. J'ai appris que les personnes les plus dangereuses sont souvent celles qui ont les manières les plus douces et les menaces les plus séduisantes. » Elle sortit dans le couloir, sa voix résonnant clairement dans la pièce. « Transmettez mes salutations à votre père. » La porte se referma derrière elle avec une finalité silencieuse. Mais pas avant qu'elle n'aperçoive le visage de Vincent Ashford, déformé par une colère frustrée, l'expression d'un homme peu habitué à être rejeté par qui que ce soit, en particulier par une femme alors qu'elle traversait la ville. Amelia sentait le poids des regards qui la suivaient. La nouvelle de sa rencontre se répandrait aussi vite que tout le reste à Larkspur Ridge, et le soir venu, tout le monde saurait que la femme d'affaires prospère avait pris parti dans le conflit ferroviaire. Mais plus important encore, elle comprenait désormais le jeu qui se jouait. Vincent Ashford ne cherchait pas seulement à obtenir un droit de passage pour le chemin du dauphin. Il cherchait à contrôler quelque chose d'assez précieux pour justifier des mesures extraordinaires.
La question était de savoir ce que pouvait être cette chose et comment elle pouvait utiliser cette information pour protéger Hunter et les autres éleveurs qui résistaient. Ce soir-là, elle s'assit dans sa chambre, la photo de sa mère entre les mains, étudiant le visage de la femme qui lui avait appris que la force signifiait parfois se dresser seule contre des forces plus grandes que soi. La photo était froissée et décolorée par les années de voyage, mais l'expression de sa mère restait claire, fière, déterminée et intrépide. Certains combats valaient la peine d'être menés, maman, murmura Amelia à l'image. Certaines promesses méritent d'être tenues, peu importe le temps que cela prend. Dehors, le soleil se couchait sur Larkspur Ridge, peignant le ciel de nuances dorées et cramoisies qui lui rappelaient pourquoi elle n'avait jamais cessé de considérer cet endroit comme son foyer. Le lendemain matin, Hunter Kane arriva en ville pour la première fois depuis des semaines, chevauchant un cheval qui avait connu des jours meilleurs, mais qui se comportait toujours avec la dignité d'un animal de bonne race. Amelia l'observa depuis la fenêtre de la pension, alors qu'il attachait son cheval devant la banque, ses mouvements toujours prudents, mais plus fluides qu'il ne l'avait été au ranch. Elle le retrouva 20 minutes plus tard au magasin général de Murphy, examinant une bobine de corde avec l'œil exercé d'un homme qui s'y connaissait en matière de qualité. Les matériaux pouvaient me faire la différence entre le succès et l'échec dans un ranch en activité. « Ce chanvre de Manille vous servira mieux que le coton », dit-elle en s'approchant par derrière. Hunter se retourna et elle fut ravie de voir que sa surprise s'accompagnait de quelque chose qui ressemblait à du plaisir. « Amelia, je ne m'attendais pas à te voir en ville si tôt. J'avais des affaires à régler. » Elle fit un signe de tête vers la corde. Le manil coûte plus cher à l'achat, mais il ne pourrit pas par temps humide et ne casse pas sous une tension soudaine. C'est l'expérience qui parle. 3 ans passés à faire passer du bétail par les cols des montagnes du Colorado m'ont appris la valeur d'un équipement fiable. Il choisit le manilé, du chanvre, et ils marchèrent ensemble vers l'avant du magasin où Murphy lui-même attendait derrière le comptoir, sa curiosité à peine contenue derrière un masque de politesse professionnelle. « Bonjour, Monsieur Kane Melrose, » dit Murphy, en additionnant les achats de Hunter. « Il fait beau aujourd'hui. » Et en effet, répondit Hunter en comptant ses pièces avec une précision minutieuse. Amelia observait la transaction avec une compréhension grandissante. Hunter payait en espèces des produits de première nécessité, de la corde, des clous, un petit sac de farine, mais elle voyait qu'il calculait chaque achat, pesant ses besoins par rapport aux fonds disponibles. Un homme en bonne santé financière ne comptait pas ses pièces avec autant d'attention pour acheter des produits de base. Ils quittèrent le magasin. Elle adapta son rythme à sa démarche plus lente. « Marchez avec moi. Si cela ne te dérange pas d'être vu en compagnie douteuse, je ne suis pas particulièrement populaire en ville ces jours-ci. Depuis quand te soucies-tu de ce que les gens pensent? Depuis que leurs opinions ont commencé à affecter leur volonté de faire affaire avec moi. » La voix de Hunter trahissait une amertume qu'elle n'avait jamais entendue auparavant. C'est incroyable de voir combien de clients de longue date trouvent soudainement des raisons d'acheter leurs provisions ailleurs lorsque les cheminots commencent à suggérer que ce serait plus judicieux. Ils avaient atteint la limite de la ville où la route bifurquait, un chemin menant au ranch environnant, l'autre serpentant vers les collines qui marquaient le début des hautes terres. Hunter s'arrêta et s'appuya contre un poteau de clôture, ses yeux gris étudiant le paysage avec l'intensité d'un homme voyant quelque chose que les autres ne voyaient pas. « Parlez-moi de votre famille, » dit soudain Amelia. « Ma famille, votre père, le ranch, comment il est devenu si important pour vous? » Hunter resta silencieux si longtemps qu'elle crut qu'il ne répondrait pas. Lorsqu'il prit enfin la parole, sa voix portait le poids de souvenirs à la fois chers et douloureux. « Mon père est arrivé ici en 1847, à l'époque où ce territoire était encore disputé et où le voisin le plus proche se trouvait à 2 jours de cheval. Il fuyait quelque chose dans l'Est. Il n'a jamais dit quoi, mais je soupçonne que cela impliquait une femme et un mari colériques. » Un petit sourire se dessina sur ses lèvres. Il trouva cette vallée et décida qu'elle valait la peine de se battre. Il construisit la cabane de ses propres mains, dressa les premiers chevaux, survécut au premier hiver en mangeant des lapins et de la soupe d'herbe des prairies. Il semble avoir été un homme fort. Fort, têtu et trop fier pour son propre bien. J'ai hérité honnêtement de ses traits de caractère. Hunter a fouillé dans la poche de son gilet et en a sorti une montre de poche en or, dont la surface était usée par d'innombrables manipulations. Elle appartenait à son père et avant lui à son grand-père.
Il me l'a donné la veille de sa mort. Il m'a dit que c'était mon devoir de faire en sorte que le nom de Kane ait une signification dans cette vallée. Amelia a examiné la montre lorsque Hunter l'a ouverte, révélant une inscription en lettres effacées. Le temps révèle toutes les vérités. J.K. à HK 825. L'artefact semblait vibrer du poids des générations. Porteur des attentes et des rêves d'hommes qui avaient bâti quelque chose de durable à partir de rien d'autre que leur volonté et leur détermination. Que voulait-il dire? Que l'héritage d'un homme ne se mesure pas en hectares ou en bétail, mais en fonction de sa fidélité à ceux qui l'ont précédé et à ceux qui le suivront. Hunter referma la montre d'un léger clic. Chaque matin, lorsque je remonte cette montre, je me rappelle que je ne me bats pas seulement pour moi-même. Je me bats pour tous ceux qui ont travaillé cette ère et pour tous ceux qui pourraient la travailler un jour. Les enfants, la question planait entre eux comme la brume matinale, délicate et facilement perturbable. L'expression de Hunter devint prudente, et Amelia réalisa qu'elle s'était aventurée sur un terrain qui portait encore les échos de leur passé commun. « Pas d'enfants, dit-il doucement, pas de femmes non plus. Il s'avère qu'il est difficile de fonder une famille quand on privilégie toujours le ranch à tout le reste, ou quand on attend quelque chose dont on n'est pas sûr qu'il reviendra un jour. » Leurs regards se croisèrent, et pendant un instant, la distance prudente qu'ils avaient maintenue depuis son retour s'évanouit complètement. Dans le regard de Hunter, elle vit la solitude que Martha avait reconnue, l'isolement d'un homme qui avait passé des années à assumer des responsabilités sans les partager. Amelia, Hunter. Le cri venait de derrière eux, et ils se retournèrent pour voir le vieux Pete se précipiter vers eux avec une urgence qui mit immédiatement Amelia sur les nerfs. Pete n'était pas du genre à se précipiter, et l'expression sur son visage buriné suggérait un problème grave. « Pete, qu'y a-t-il? » Hunter se redressa, passant en un instant d'une posture détendue à une posture alerte. Des cavaliers se dirigeaient vers chez toi, allaita Pete, respirant difficilement à cause de cet effort inhabituel. Ils sont 4, armés, et ils galopent. Ce type, Ashford, posait des questions au saloon hier soir. Il voulait savoir quel était ton emploi du temps quand tu venais en ville. Combien de temps tu restais habituellement? Le visage de Hunter s'assombrit et sa main se porta instinctivement vers le ceinturon qu'il portait bas sur la hanche. « Il y a combien de temps? 10 minutes, peut-être 15. Si tu pars maintenant, tu arriveras peut-être avant 2, mais ce sera juste. Je dois y aller. » Hunter se dirigeait déjà vers son cheval, oubliant ses côtes blessées face au danger immédiat. S'ils sont prêts à venir en plein jour, c'est qu'ils n'ont pas l'intention de partir tranquillement cette fois-ci. « Attends », Amelia attrapa son bras, sentant la tension dans ses muscles, comme de l'acier tendu. « Tu ne peux pas affronter 4 hommes armés tout seuls, blessés ou pas. Je ne peux pas les laisser tout détruire pendant que je me cache en ville. Tu ne te caches pas et tu n'y vas pas seul. » Elle lâcha son bras et se dirigea vers Songbird, toujours attaché devant le magasin général. « Je viens avec toi. » Hors de question. Hunter Kane, nous n'avons pas le temps de discuter. Elle était déjà en train de détacher les rênes du maire, ses mouvements rapides et efficaces. J'ai déjà fait face à des situations dangereuses et en ce moment, tu as plus besoin de quelqu'un pour te protéger que de quelqu'un pour protéger ma sensibilité délicate. Pendant un instant, elle crut qu'il allait refuser, lui demander de rester en ville où elle serait en sécurité. Mais sa nature pragmatique prit le dessus. Reconnaissant que la fierté était un luxe qu'il ne pouvait se permettre face à une menace immédiate. « Reste derrière moi et fais exactement ce que je te dis, » dit-il d'un ton grave en enfourchant sa selle. « D'accord, » répondit Amelia, tout en se réservant le droit de modifier cet arrangement si les circonstances l'exigeaient. Alors qu'ils chevauchaient à toute allure vers le ranch Kane, le soleil de l'après-midi projetant leurs ombres sur l'herbe de la prairie, Amelia sentit son cœur battre plus fort, et pas seulement à cause de l'urgence de leur rythme. Quoi qu'il les attendît au ranch Hunter, ils y feraient une face ensemble. Pour la première fois en 10 ans, Hunter Kane ne serait pas seul face aux forces qui s'opposaient à lui. Ils atteignirent la crête surplombant le ranch Kane au moment où les 4 cavaliers mettaient pied à terre dans le ranch en contrebas. Depuis leur position avantageuse parmi les peupliers, Amelia pouvait voir que ce n'étaient pas les mêmes hommes qui avaient battu Hunter 3 semaines auparavant. Ces cavaliers se déplaçaient avec une précision militaire. Leurs chevaux étaient de meilleure race et leurs armes étaient plus récentes et plus coûteuses que celles habituellement utilisées dans cette région frontalière.
Vincent Ashford ait renforcé ses effectifs, murmura-t-elle, en s'accroupissant à côté de Hunter derrière un tronc d'arbre tombé qui leur servait de couverture, tout en leur permettant d'observer la scène en contrebas. Des tireurs professionnels, confirma Hunter d'un ton sombre. Il ne s'agit plus d'intimidation. Ils sont là pour mettre définitivement fin à la discussion. L'un des cavaliers, un homme grand avec une moustache soigneusement cirée et un manteau noir qui suggérait l'autorité, dirigeait les autres vers différents bâtiments. Deux se dirigèrent vers la grange, tandis que le troisième commença à examiner la maison principale, à la recherche des meilleures pointes d'approche et positions défensives. Ils préparent une embuscade, réalisa Amelia. Ils s'attendent à ce que tu rentres seul et sans être préparé. C'était de l'idée générale. Hunter vérifia son revolver, s'assurant que les 6 chambres étaient chargées. 4 contre 1, c'est un rapport de force qui peut rassurer même Vincent Ashford. Sauf qu'à présent, c'est 4 contre 2. Il la regarda d'un air sévère. Amelia, j'étais sérieux quand je t'ai dit de rester en arrière. Ces hommes sont des tueurs. Ils ne seront pas impressionnés par tes références professionnelles, et j'étais sérieux quand je t'ai dit de ne pas les affronter seul. Elle plongea la main dans sa botte et en retira un petit Derringer, dont la poignée en nacre brillait dans la lumière tamisée du soleil. Je porte ce pistolet depuis mon 2e voyage pour acheter du bétail. Une femme qui voyage seule apprend à se préparer à des situations désagréables. Hunter fixa le pistolet dans sa main, et elle vit le moment précis où son opinion à son sujet changea à nouveau. Ce n'était plus la fille qui l'avait renvoyée, ni même la femme d'affaires accomplie qui était revenue, mais une partenaire qui comprenait les réalités de la survie à la frontière. Savez-vous vous en servir? J'espère que nous n'aurons pas à le découvrir, mais si nécessaire, oui. Elle vérifia le chargement de l'arme avec des gestes qui trahissaient une grande familiarité plutôt qu'une bravade. Quelle est notre stratégie? Nous attendons qu'ils se dispersent, puis nous semons suffisamment la confusion pour égaliser les chances. Hunter étudia la position des hommes en contrebas. Son esprit militaire, aiguisé par des années passées à protéger ses terres contre les voleurs et les prédateurs, analysait les angles et les opportunités. Celui qui porte le manteau noir est le chef. Si on l'élimine, les autres pourraient perdre courage ou devenir plus désespérés. C'est le risque que nous prenons. Pendant qu'ils observaient, le chef sortit un papier plié de son manteau et le cloua à la porte d'entrée de la maison de Hunter. Même à distance, Amelia pouvait voir les sceaux officiels qui indiquaient qu'il s'agissait d'un document juridique. Pour un avis de clôture, dit Hunter, d'une voix neutre et calmement forcée. Le père de Vincent avait dû faire appel à des relations pour accélérer le processus. Pouvait-il faire cela? Saisir une propriété qui n'était pas hypothéquée? Il le pouvait s'il contrôlait les bons juges et remplissait les bons documents. La vérité devient ce que les tribunaux décident qu'elle est, et les tribunaux peuvent être achetés comme n'importe quoi d'autre. Hunter serra son arme dans sa main et Amelia vit la rage qu'il retenait. Mon père a construit cet endroit de ses propres mains et maintenant ils vont le voler avec un bout de papier et des mercenaires pour faire respecter leur vol. Le bruit des sabots qui s'approchaient de la route principale interrompit leur conversation. Quelqu'un d'autre arrivait, galopant à toute vitesse et soulevant la poussière dans la chaleur de l'après-midi. Les 4 hommes armés en bas l'entendirent aussi et prirent position derrière les bâtiments du ranch avec une efficacité rodée. Qui que ce soit, il se dirige vers une embuscade, dit l'Amelia. Le cavalier apparut, un jeune homme sur un cheval fatigué, vêtu comme un ouvrier agricole et se déplaçant avec l'urgence de quelqu'un qui apporte des nouvelles importantes. Il se dirigeait droit vers ce qu'il pensait être une visite de routine au ranch de Hunter, ignorant l'accueil mortel qui l'attendait. « C'est Billy Morrison, » dit Hunter, reconnaissant le cavalier qui approchait. « Il travaille pour son père dans le ranch voisin. S'ils le tuent, ils pourront prétendre qu'il travaillait avec moi. Ils utiliseront sa mort pour justifier la suite des événements. Nous devons l'avertir. Si nous levons le voile, nous perdrons tout avantage que nous pourrions avoir. » Amelia regarda le jeune homme s'approcher de son destin sans le savoir, puis prit une décision qui aurait surpris la femme d'affaires prudente qu'elle était quelques minutes auparavant. Se levant, elle mit ses mains en porte-voix et cria à travers la vallée. « Billy Morrison, il y a des cavaliers dans la cour, reculez. » Son avertissement résonna dans les collines, clairement audible pour tous ceux qui se trouvaient en contrebas. Billy retint immédiatement son cheval, son instinct de pionnier reconnaissant le danger même s'il ne pouvait en voir la source. Les 4 hommes armés,
leur embuscade ayant échoué, sortirent de leur cachette, armes à la main. Tant pis pour l'effet de surprise, dit Hunter, mais sa voix exprimait plutôt de l'approbation que de la colère. Parfois, faire ce qui est juste est plus important que l'avantage tactique. Le chef, vêtu d'un manteau noir, criait des ordres à ses hommes, leur indiquait la direction générale à suivre et envoyait 2 d'entre eux contourner leur position, tandis que lui et le 4e homme avançaient directement vers la colline. « Il est temps de partir, dit Hunter en lui prenant la main et en l'entraînant plus profondément dans les arbres. Nous ne pouvons pas les laisser nous coincer ici. Ils traversèrent le bosquet de peupliers avec l'efficacité silencieuse de personnes qui avaient grandi dans cette région, utilisant la couverture naturelle et leur connaissance du terrain pour garder une longueur d'avance sur leurs poursuivants. Derrière eux, ils pouvaient entendre les hommes armés se frayer un chemin à travers les broussailles avec beaucoup moins de finesse. « La vieille cabane, dit Hunter alors qu'ils arrivaient au sommet d'une petite colline. Elle se trouve à environ 1 kilomètre à l'est et offre une bonne visibilité dans toutes les directions. Nous pourrons y prendre position si nécessaire. Et Billy, il est assez intelligent pour aller chercher de l'aide maintenant qu'il sait qu'il y a un problème. Le temps que nous réglions cette affaire, la moitié du camp saura que Vincent Ashford a envoyé des hommes armés au Ranch Kane. » Alors qu'il courait dans la chaleur de l'après-midi, Amelia sentait la sueur s'accumuler sous sa robe d'équitation et la poussière se déposer dans ses cheveux, mais aussi quelque chose d'autre, une joie intense à laquelle elle ne s'attendait pas. Pendant 10 ans, elle avait construit sa vie autour de calculs minutieux et de risques mesurés. À présent, alors qu'elle courait à travers les collines avec Hunter Kane, poursuivie par des hommes armés, elle se sentait plus vivante qu'elle ne l'avait été depuis des années. Ils atteignirent la cabane alors que le soleil commençait à descendre vers l'horizon ouest. Le ciel se teintait de nuances qui rappelaient à Amelia le soir où elle avait promis de revenir. La cabane était petite et usée par les intempéries, construite pour être fonctionnelle plutôt que confortable, mais ses murs épais en rondins arrêteraient la plupart des balles, et sa position surélevée offrait une excellente visibilité sur les abords. « Nous devrions être en sécurité ici jusqu'à la tombée de la nuit, » dit Hunter en vérifiant les provisions à l'intérieur de la cabane. « Ensuite, nous pourrons retourner en ville et prévenir le shérif. Le shérif nous aidera-t-il? Le shérif Patterson est honnête, mais il est aussi pragmatique. Il ne peut ignorer 4 hommes armés contre 2 habitants de la région, surtout s'il y a des témoins. » Hunter trouva une boîte de café et quelques biscuits dans les provisions de la cabane. Vincent Ashford a peut-être de l'argent et de l'influence, mais il n'est pas au-dessus des lois. Pas encore, en tout cas. Alors qu'il s'installait pour attendre la nuit, Amelia examina la lettre de menace que Hunter avait récupérée sur sa porte pendant leur retraite. Le document était, comme Vincent l'avait décrit, un avis officiel de saisie, avec les sceaux du tribunal et un langage juridique destiné à intimider toute personne peu familiarisée avec ce type de procédure. Mais Amelia connaissait bien les documents juridiques grâce à ses années dans le monde des affaires, et quelque chose dans ce document particulier lui semblait anormal. Les signatures étaient trop fraîches, les sceaux trop neufs et le délai incroyablement court. Hunter, dit-elle lentement, en étudiant le document dans la lumière déclinante. Cet avis de saisie est daté d'hier. Or, les procédures de saisie prennent des semaines, parfois des mois. Aucun tribunal ne délivre d'avis aussi rapidement, surtout pour une propriété qui n'est pas réellement en défaut de paiement. Elle leva les yeux vers lui avec une excitation grandissante. Ce document est un faux. Vincent Ashford n'a pas l'autorité légale pour saisir votre ranch. Il s'est appuyé sur l'intimidation et l'hypothèse que vous n'en sauriez pas assez pour le contester devant les tribunaux. Hunter prit le document et l'examina avec un regain d'intérêt. « Vous en êtes certain? J'ai vu des dizaines de documents juridiques dans le cadre de mes activités professionnelles. Celui-ci a toutes les apparences de la légitimité, mais aucune substance. » Amelia sentit les pièces du plan de Vincent commencer à s'assembler. Il a mis en place une escroquerie, utilisant la peur et la violence pour chasser les gens d'une terre sur laquelle il n'a aucun droit légal. Alors pourquoi les mercenaires? Pourquoi cette escalade de violence? Parce que son calendrier a été perturbé. Il doit prendre le contrôle de ces terres rapidement avant que quelqu'un ayant des connaissances juridiques ne puisse examiner ses revendications de trop près. Elle plia soigneusement le document falsifié. La question est de savoir pourquoi cette parcelle de terre est si importante qu'il est prêt à risquer d'être démasqué en utilisant des documents falsifiés
et en engageant des tueurs à gages. Alors que l'obscurité s'installait sur les collines autour de la cabane, Amelia et Hunter se retrouvèrent face à une vérité qui changeait toute leur situation. Vincent Ashford n'était pas seulement un représentant des chemins de fer qui tentait d'obtenir un droit de passage. C'était un criminel impliqué dans une fraude à grande échelle et quiconque menaçait de révéler ses activités courait d'un danger mortel. Mais comme Amelia l'avait appris au cours de ses années dans le monde des affaires, la connaissance était aussi un pouvoir. Et maintenant, il détenait des informations qui pouvaient détruire Vincent Ashford s'il survivait assez longtemps pour les utiliser. Ils attendirent dans la cabane jusqu'à ce que la lune soit suffisamment haute pour éclairer leur chemin, mais à une heure suffisamment tardive pour que la plupart des honnêtes gens soient endormis. Le trajet de retour vers la ville les fit traverser une campagne qu'ils connaissaient tous deux intimement, suivant des sentiers de cerf et des lits de ruisseaux qui dissimulaient leur passage à quiconque ne connaissait pas le terrain. Le shérif Patterson vivait dans une petite maison derrière son bureau, et lorsque Hunter frappa à sa porte arrière, il sortit en titubant, vêtu d'un caleçon long, un fusil à la main et les yeux encore embrumés de sommeil. « Hunter, qu'est-ce qui se passe? » Patterson s'interrompit au milieu de sa phrase lorsqu'il vit Amelia à côté de lui. « Mademoiselle Rose, qu'est-ce qui vous amène tous les deux ici en pleine nuit? » « Des problèmes, Tom, du genre qui nécessitent l'intervention des autorités. » Patterson les invita à entrer et écouta leur récit avec l'attention minutieuse d'un homme de loi qui avait survécu pendant 20 ans à la frontière en sachant reconnaître les situations plus dangereuses qu'elles ne le paraissaient. Lorsque Hunter lui tendit l'avis de saisie falsifiée, Patterson l'examina à la lumière d'une lampe avec la minutie méthodique d'un homme qui avait appris à lire les documents juridiques à la dure. « Vous avez raison, c'est un faux, dit-il finalement. J'ai vu suffisamment de documents judiciaires authentiques pour faire la différence. Mais pour prouver qu'il s'agit d'un faux, nous devons le comparer à des documents authentiques provenant du même tribunal, ce qui signifie un voyage au siège du comté. »« Combien de temps cela prendrait-il? » demanda Amelia. « Au moins 3 jours, en supposant que le juge soit disponible et que le greffe dispose des documents dont nous avons besoin. » Patterson se frotta le menton pensivement. Le problème, c'est que Vincent Ashford ne va pas attendre 3 jours après ce qui s'est passé aujourd'hui. Il sait que son calendrier a été compromis. Alors, que faisons-nous? Nous vous mettons tous les deux en sécurité et nous appelons les Marshals fédéraux. Si Ashford utilise des documents falsifiés et des tueurs à gages, cela dépasse la compétence locale, répondit Hunter en secouant fermement la tête. Je ne fuirai pas de ma propre terre. Tu mourras sur ta propre terre si tu restes ici, répondit Patterson sans détour. Ce ne sont pas des fauteurs de troubles locaux, Hunter. Les tueurs professionnels n'abandonnent pas simplement parce que leur première tentative a échoué. Alors qu'ils discutaient des différentes options, on frappa doucement à la porte d'entrée. Patterson tendit la main vers son fusil, mais la voix qui appelait derrière la porte était familière et féminine. « Tom, c'est Martha Caldwell. J'ai quelque chose à te montrer. » Patterson ouvrit la porte pour laisser entrer la gouvernante, qui portait une sacoche en cuir et affichait l'expression déterminée d'une femme qui avait pris une décision importante. « Martha, que fais-tu dehors à cette heure-ci? » La même chose qu'eux, j'imagine, essayer de comprendre ce que Vincent Ashford cherche vraiment. Elle posa la sacoche sur la table de la cuisine de Patterson et l'ouvrit, révélant une collection de vieux documents, de cartes et de ce qui semblait être des rapports d'enquête. Ils appartenaient à mon défunt mari. Il était géomètre du comté dans les années 60, avant notre mariage. Amelia s'approcha pour examiner les documents. Elle reconnut les détails méticuleux qui caractérisaient le travail d'un géomètre professionnel. Que montrent-ils? Regarde cette arête, dit Martha en étalant un grand papier sur la table. Il s'agit de l'ensemble de la vallée arpentée en 1863 dans le cadre des concessions foncières territoriales. La carte montrait la géographie familière de Larkspur Ridge et des ranchs environnants, mais avec des marques supplémentaires qui n'apparaissaient pas sur les cartes modernes. Des lignes et des symboles couvraient le papier dans ce qui semblait être un code que seul un arpenteur pouvait comprendre. « Je ne vois rien d'inhabituel, dit Hunter en étudiant le document. C'est parce que vous regardez les caractéristiques de surface. Regardez ici, dit Martha en montrant une série de petits symboles dispersés sur ce qui était maintenant le Ranch King. Ces marques indiquent des gisements minéraux. Mon mari les a trouvés lors de ses relevés, mais ne les a jamais signalés officiellement. Des gisements minéraux. Amelia sentit son pouce s'accélérer.
De quel type? De l'argent. Un filon important qui traverse le cœur de la propriété de Hunter. Le silence dans la cuisine était profond, tandis que tout le monde prenait conscience des implications. Hunter fixait la carte comme s'il voyait sa terre pour la première fois, comprenant enfin pourquoi Vincent Ashford était prêt à risquer autant pour l'acquérir. Quelle est son importance? Demanda Patterson. Martha fouilla dans son sac et en sortit un autre document, un rapport géologique détaillé et rédigé de la main soignée de son mari. Selon ses estimations, il s'agissait potentiellement de l'un des gisements d'argent les plus riches du territoire. Le tracé de la voie ferrée n'était pas le fruit du hasard. Il était conçu pour assurer le transport direct des mines vers les installations de traitement situées à l'est. « Mais pourquoi votre mari n'a-t-il pas signalé cela officiellement? » demanda Amelia. Martha prit un air triste. Parce qu'il savait ce qui allait se passer. L'argent attire les gens. Des gens durs qui se moquaient bien de ceux qui étaient là avant eux. Il avait vu ce que les camps miniers faisaient aux communautés paisibles. Il avait décidé que certains secrets méritaient d'être gardés. Hunter prit le rapport géologique, les mains légèrement tremblantes, et lut le nom de son père mentionné dans le rapport. Il est écrit ici que mon père savait pour l'argent. C'est vrai. Mon mari le lui a dit lors de la première étude. Votre père a fait le même choix que le mien. Il a décidé que la terre avait plus de valeur en tant que ranch qu'en tant que mine. Martha a croisé les mains sur ses genoux, mais il a pris des dispositions au cas où. Elle a sorti un dernier document de la sacoche, un parchemin vieilli portant le sceau territorial et signé par des fonctionnaires dont les noms figuraient dans les livres d'histoire. Le document avait été soigneusement conservé, enveloppé dans un tissu huilé et rangé dans une boîte en cèdre qui témoignait d'une longue garde. « Qu'est-ce que c'est? » demanda Hunter. Un acte de propriété minière déposé secrètement auprès du gouvernement territorial en 1863. Il accorde à James Kane et à ses héritiers des droits miniers exclusifs sur la propriété Kane à perpétuité, quel que soit le propriétaire des droits de surface. Martha sourit devant l'expression étonnée de Hunter. Votre père était un homme prudent. Il voulait s'assurer que si quelqu'un essayait un jour de lui voler ses terres pour leur richesse minérale, sa famille aurait toujours un droit légal sur ce qui se trouvait sous Skellinkene. Amelia examina l'acte avec une excitation grandissante, grâce à son expérience des affaires, reconnaissant immédiatement la signification de ce document. Cela change tout. Même si Vincent Ashford parvenait à légitimer ses revendications sur la surface, il ne pourrait pas exploiter l'argent sans l'autorisation du détenteur des droits miniers. Ce qui serait moi, dit lentement Hunter. Ce qui serait toi, confirma Martha. Et selon la loi territoriale, les droits miniers ne peuvent être saisis pour dette, transférés sans consentement ou revendiqués par prescription acquisitive. Ils vous appartiennent absolument, quoi qu'il arrive au ranch lui-même. Patterson laissa échapper un sifflement admiratif. Pas étonnant qu'Ashford soit si déterminé à vous chasser. Si la nouvelle des gisements d'argent venait à se répandre, tous les mineurs et spéculateurs à l'ouest du Mississippi déferleraient sur cette vallée. La seule façon de contrôler la situation est de prendre discrètement le contrôle des terres avant que quiconque ne se rende compte de ce qu'il possède. Mais Vincent Ashford s'en rend compte, dit Amelia. La question est de savoir comment. Martha fouilla une nouvelle fois dans son sac et en sortit une lettre écrite sur du papier à lettres coûteux. Elle a été adressée à Vincent la semaine dernière et livrée à l'hôtel. Le réceptionniste me l'a remise par erreur. Ils ont tous les deux le même nom de famille et il a confondu les adresses. La lettre venait du père de Vincent, le magnat des chemins de fer, et son contenu clarifiait tout. Le père Ashford avait appris l'existence des gisements d'argent grâce à ses relations au sein du gouvernement territorial et avait chargé son fils d'acquérir discrètement le terrain avant que d'autres parties intéressées ne découvrent sa valeur. Le timing était crucial. Les droits miniers territoriaux deviendraient des droits fédéraux lorsque l'État serait créé, ce qui rendrait les revendications beaucoup plus difficiles à contester. Vincent doit contrôler le terrain avant que le territoire ne devienne un État. Amelia comprit. Une fois la loi fédérale appliquée, ces droits miniers deviendraient pratiquement intouchables. Quand l'État devrait-il être créé? Demanda Hunter. Dans 6 mois, répondit Patterson. Peut-être moins. Les législatures territoriales ont déjà rédigé la Constitution. Hunter s'effondra dans un fauteuil, submergé par l'ampleur de ce qu'il apprenait. Son ranch, le terrain que son père avait choisi pour son herbe et son eau, reposait sur une fortune en argent.
Vincent Ashford n'essayait pas seulement de voler un élevage de bétail. Il tentait de s'approprier l'un des gisements minéraux les plus riches du territoire. Il y a plus, dit Martha doucement. Les autres éleveurs sur lesquels Vincent fait pression, Morrison, Kelly, Fletcher, leurs propriétés bordent tout le filon d'argent. Il a besoin de contrôler l'ensemble du gisement pour rentabiliser l'exploitation minière à grande échelle. Fletcher a vendu, note Patterson. Cela donne un pied à Ashford, mais Morrison et Kelly résistent toujours, tout comme Hunter. Amelia étudia à nouveau la carte topographique, son esprit réfléchissant aux implications de ce qu'ils avaient appris. Vincent ne peut pas continuer sans la propriété de Hunter. Le filon principal traverse le cœur du ranch Kane. Même s'il obtient les propriétés environnantes, il ne peut pas accéder à la partie la plus riche du gisement. Il va donc continuer à monter les enchères jusqu'à obtenir ce qu'il veut, dit Hunter d'un ton sinistre. Des tireurs professionnels aujourd'hui, des marshals fédéraux achetés demain, des juges payés pour statuer en sa faveur après-demain. Pas nécessairement, dit Amelia, une idée commençant à se former dans son esprit. Vincent a agi en partant du principe que vous ne connaissiez pas la véritable valeur de votre terrain. Mais maintenant, nous la connaissons. Cela change complètement la donne. Comment? Elle sourit, et Hunter vit dans son expression la même intelligence vive qui avait permis de bâtir une entreprise d'élevage prospère à partir de rien. Parce que maintenant, nous ne défendons pas seulement votre ranch. Nous sommes assis sur une mine d'argent. Et cela, M. Kane, nous donne un moyen de pression que nous n'avions pas auparavant. L'acte caché dans la Bible du père de Hunter avait révélé plus que des droits de propriété. Il avait mis au jour un complot qui s'étendait de Larkspur Ridge jusqu'au plus haut niveau du gouvernement territorial. Vincent Ashford avait sous-estimé ses adversaires et la complexité de son propre plan. À présent, alors que l'aube approchait au-dessus du petit bureau du shérif, l'équilibre des pouvoirs était sur le point de basculer d'une manière qu'aucun d'entre eux n'aurait pu prévoir. L'aube se levait sur Larks Ridge, promettant une journée qui allait tout changer. Au moment où le soleil franchissait les collines à l'est, la nouvelle s'était répandue dans la ville à la vitesse de l'éclair. Hunter Kane et Amelia Rose avaient passé la nuit dans le bureau du shérif Patterson et Martha Caldwell avaient été vus transportant des documents mystérieux dans l'obscurité du petit matin. Dans sa chambre à la pension, Amelia était assise devant son miroir, se préparant pour ce qu'elle savait être la négociation la plus importante de sa vie. Elle avait choisi ses vêtements avec le même soin qu'un général choisirait son champ de bataille. Une robe bleu foncé qui inspirait l'autorité sans ostentation, les boucles d'oreilles en perles de sa mère qui portaient le poids de l'histoire familiale, et autour de son cou, une simple chaîne en or qui avait appartenu à sa grand-mère. Mais c'était l'alliance qu'elle tenait dans sa paume qui attirait le plus son attention. La bague de sa mère avait été transmise à travers 3 générations de femmes fortes qui avaient affronté des obstacles insurmontables et trouvé le moyen de les surmonter. Le métal était usé par des années d'utilisation, son design simple témoignant d'une époque où les bijoux étaient conçus pour durer toute une vie plutôt que quelques saisons. Alors qu'elle glissait la bague à son doigt droit, en souvenir des femmes qui avaient forgé sa force, Martha frappa doucement à sa porte. « Les hommes se rassemblent à l'église, » dit Martha. La nouvelle s'était répandue dans tous les ranchs situés à moins d'une journée de cheval. Ils venaient écouter ce que le shérif Patterson avait à dire au sujet de Vincent Ashford et de ses amis du chemin de fer. Par la fenêtre, Amelia pouvait voir des cavaliers arriver de toutes les directions, des hommes burinés sur des chevaux de trait, le visage empreint de cette gravité particulière que les communautés frontalières réservaient au moment où leur mode de vie était menacé. Ces gens comprenaient que parfois, pour survivre, il fallait s'unir contre des forces plus puissantes qu'un individu seul ne pouvait affronter. « Combien ?» demanda-t-elle. « 30 jusqu'à présent, et d'autres arrivent. Les familles Morrison et Kelly, la plupart des petits éleveurs de North Valley et même certains commerçants de la ville qui subissaient des pressions pour soutenir le chemin de fer. » La voix de Martha trahissait sa satisfaction. Il s'avérait que Vincent Ashford s'était fait plus d'ennemis que d'amis pendant son séjour ici. À l'église, Hunter s'adressait à la foule rassemblée depuis les marches du perron, sa voix portant clairement jusqu'aux hommes et aux femmes réunis. Il semblait différent de quelques heures auparavant, non seulement en meilleure santé, mais aussi plus imposant, comme si la conscience de ce qu'il possédait réellement lui avait redonné quelque chose d'essentiel à son identité.
Je ne vais pas vous mentir, disait-il alors qu'Amelia s'approchait. Ce à quoi nous sommes confrontés est plus grand que ce que nous avions imaginé. Vincent Ashford ne cherche pas seulement à construire un chemin de fer. Il tente de voler le gisement d'argent le plus riche que ce territoire ait jamais connu. La foule s'agita à cette révélation, des voix s'élevant dans un mélange de surprise et de colère. Ces gens avaient travaillé dur pour obtenir tout ce qu'ils possédaient. Et l'idée que quelqu'un puisse recourir à la fraude et à la violence pour leur voler les richesses minérales qui se trouvaient sous leurs pieds heurtait au plus profond de leurs convictions en matière de justice et d'équité. Le shérif Patterson s'avança, le titre de propriété des droits miniers territoriaux à la main. J'ai contacté la capitale territoriale pour confirmation, mais tous les experts juridiques que j'ai consultés sont d'accord. Ce document est authentique et juridiquement contraignant. Hunter Kane détient les droits miniers sur sa propriété, indépendamment de toute revendication de surface. Vincent Ashford pourrait fabriquer. Qu'est-ce que cela signifie pour nous autres? Demanda Jim Morrison, dont le ranch jouxtait la propriété de Kane au nord. Cela signifie que Vincent ne peut pas agir sans la coopération de Hunter, a déclaré Amelia en se plaçant à côté de Hunter sur les marches de l'église. Le filon d'argent principal traverse le ranch Kane, même s'il acquiert toutes les autres propriétés de la vallée. Il ne pourrait pas accéder aux gisements les plus riches sans l'autorisation du détenteur des droits miniers. Et je ne donnerai pas cette autorisation, et ajouté Hunter avec fermeté. Pas à des hommes qui utilisent des documents falsifiés et des mercenaires pour voler ce qui appartient à d'autres. La foule a réagi avec approbation, mais Amelia pouvait voir l'incertitude sur certains visages. C'étaient des gens pragmatiques qui comprenaient que les droits légaux ne signifiaient pas grand-chose face à des hommes qui avaient suffisamment d'argent et de violence pour passer outre la loi elle-même. Vincent Ashford a des ressources, a-t-elle poursuivi, répondant à leurs préoccupations tacites. La compagnie ferroviaire de son père a des relations dans tout le gouvernement territorial, et nous avons vu qu'ils sont prêts à utiliser la force meurtrière pour obtenir ce qu'ils veulent, mais ils ont aussi des points faibles. Elle avait passé les premières heures de la matinée à analyser la position de Vincent avec la même approche méthodique qu'elle appliquait aux contrats d'élevage. Toutes les entreprises ont des points faibles, et les entreprises criminelles ne font pas exception. Tous leurs plans reposent sur le secret, expliqua-t-elle. Si la nouvelle des gisements d'argent se répand avant qu'ils ne puissent consolider leurs revendications foncières, les mineurs et les spéculateurs vont envahir cette vallée. Vincent ne peut pas contrôler une situation qui devient de notoriété publique. Alors, que faisons-nous? Demanda Tom Kelly, le visage buriné et déterminé. Nous rendons cela public, répondit Hunter. Nous envoyons un message à tous les journaux d'ici à Denver, à toutes les sociétés minières, à tous les responsables territoriaux qui pourraient être intéressés par un développement minier légitime. Nous rendons public le secret de Vincent Ashford. Cela va semer le chaos dans cette vallée, avertit l'un des commerçants de la ville, des mineurs, des squatteurs, toutes sortes de personnages peu recommandables. Mieux vaut un chaos honnête qu'un ordre corrompu, répondit Morrison. Au moins, avec les mineurs, on sait à quoi s'en tenir. Pendant que la foule discutait de la stratégie à adopter, Amelia remarqua une silhouette familière qui observait la scène depuis le bord du rassemblement. Billy Morrison, le jeune homme dont le cri d'avertissement l'avait sauvé de l'embuscade de Vincent. Il tenait quelque chose dans ses mains, le retournant avec l'énergie nerveuse de quelqu'un qui a une nouvelle importante à annoncer, mais qui ne sait pas trop comment la formuler. « Billy », l'appela-t-elle, reconnaissant les signes d'une personne aux prises avec une information importante. « Qu'y a-t-il » Le jeune homme s'approcha avec hésitation, les yeux rivés sur Hunter, le shérif Patterson et la foule d'adultes au visage grave. « Je rentrais de la ville hier quand Mademoiselle Rose m'a prévenu des problèmes au ranch de M. Kane. Mais avant cela, j'ai vu quelque chose qui pourrait être important. »« Qu'as-tu vu » demanda Hunter doucement, remarquant la nervosité du garçon. « Je prenais le chemin le plus long pour rentrer chez moi en suivant le ruisseau qui longe la limite de votre propriété. Il y avait des hommes là-bas, beaucoup d'hommes, qui installaient une sorte de campement. Billy sortit un papier plié de sa poche, je me suis approché pour voir. Il était cloué à un arbre. Le papier était un avis de revendication officiellement déposé auprès des autorités territoriales et portant la date d'hier. Il revendiquait les droits miniers sur une partie du terrain qui, selon la description légale, se trouvait dans les limites du ranch Kane.
Le shérif Patterson examina le document avec une colère grandissante. Il est daté après notre confrontation avec les hommes de main de Vincent. Il essaie d'établir une revendication concurrente sur les droits miniers. Peut-il faire cela? Demanda Morrison. Légalement, non, répondit Patterson. L'acte de Hunter est antérieur de 25 ans et a été déposé auprès de l'autorité territoriale compétente. Mais si Vincent parvient à convaincre les autorités compétentes d'accepter sa revendication avant que quelqu'un ne la conteste, il pourrait créer une confusion juridique suffisante pour bloquer les droits devant les tribunaux pendant des années. Pendant ce temps, il exploiterait illégalement l'argent. Amelia se rendit compte que même si les tribunaux finissaient par donner raison à Hunter, les gisements pourraient être épuisés d'ici là. Les implications de cette situation ont été comprises par la foule rassemblée. Vincent Ashford ne prévoyait pas seulement de voler leurs terres. Il se préparait à exploiter les richesses minérales de la vallée tout en se cachant derrière un labyrinthe de documents juridiques frauduleux. « Combien d'hommes avez-vous vus dans ce campement? » demanda Hunter à Billy. « 20, peut-être 25. Ils avaient du matériel, des pelles, des pioches, et même certains des appareils mécaniques utilisés par les mineurs pour extraire le minerai. Il n'attend pas la décision judiciaire, dit le shérif Patterson d'un ton grave. Il prévoit de commencer immédiatement l'exploitation minière en utilisant sa demande d'arpentage comme justification. La foule éclata de voix indignées, mais Hunter leva la main pour demander le silence. Quand il prit la parole, sa voix avait cette autorité tranquille qui lui valait le respect de toute la vallée. Vincent Ashford a fait son choix, dit-il. Il a décidé que la force l'emportait sur le droit, que l'argent et la violence pouvaient vaincre la loi et la justice. Il a tort. Que proposez-vous? Demanda Kelly. Nous le rencontrons selon ses propres conditions. S'il veut régler cela par la force plutôt que par la loi, alors nous lui montrerons à quoi ressemble cette communauté lorsqu'elle est unie. Vous parlez d'une guerre de territoire, protesta l'un des commerçants. Je parle de défendre nos foyers, répondit Hunter. Les mercenaires engagés par Vincent ont l'intention de voler nos terres et de détruire notre communauté. La loi nous donne le droit de nous protéger, ce qui nous appartient. Amelia observa les visages autour d'elle, voyant le moment où un groupe d'éleveurs et d'habitants du village se transformait en quelque chose de plus uni et de plus dangereux. C'étaient des gens qui avaient sculpté leur vie dans la nature sauvage, qui avaient affronté tout, des hivers rigoureux aux voleurs de bétail en passant par les pillards hostiles. Lorsqu'ils étaient acculés, ils savaient se battre. « Sheriff Patterson, dit-elle, combien de temps vous faudra-t-il pour informer les autorités territoriales des revendications frauduleuses de Vincent? Si j'envoie des cavaliers à 3 fonctionnaires différents simultanément, nous pourrions avoir des marshals fédéraux ici dans 4 jours. Vincent n'attendra pas 4 jours, fit remarquer Hunter. Pas avec ses hommes déjà en position pour commencer les opérations minières. Alors nous ne lui donnerons pas 4 jours, dit Amelia, son esprit passant en revue les possibilités avec la rapidité de calcul qui lui avait si bien servi dans les négociations commerciales. Nous le forçons à agir dès demain. Comment? Le sourit, et Hunter vit dans son expression la même détermination farouche dont il se souvenait chez la jeune fille qui avait promis de revenir quand elle serait plus âgée. Nous allons faire à Vincent Ashford une offre qu'il ne pourra pas refuser, dit-elle. Et quand il la rejettera, ce qu'il fera, nous lui montrerons exactement ce qui arrive aux hommes qui tentent de voler les habitants de Larkspur Ridge. Alors que la foule se dispersait pour se préparer à ce que tout le monde savait être une confrontation qui déterminerait l'avenir de leur vallée, Amelia toucha l'alliance à sa main droite, l'alliance de sa mère, l'alliance de sa grand-mère, transmise de génération en génération par des femmes qui avaient affronté des obstacles insurmontables et trouvé le moyen de les surmonter. Demain, Vincent Ashford apprendrait que certains héritages valaient plus que l'argent et que certaines promesses étaient tenues quel qu'en soit le prix. L'air matinal était chargé d'une odeur de pluie, tandis qu'Amelia et Hunter se dirigeaient vers le tribunal improvisé qui avait été installé dans la salle communautaire de Larkspur Ridge. La nouvelle s'était répandue pendant la nuit, portée par des cavaliers qui connaissaient tous les ranchs et toutes les colonies dans un rayon de 80 km qu'il y aurait un jugement aujourd'hui. Le juge territorial, convoqué par télégramme urgent, était arrivé à l'aube avec une sacoche en cuir remplie de documents officiels et l'expression fatiguée d'un homme habitué à la justice de la frontière.
Derrière eux chevauchaient les éleveurs et les habitants de Downs, 30 hommes forts et armés de bien plus que des armes. Ils transportèrent la charte originale du chemin de fer que le shérif Patterson avait découverte au cours de son enquête nocturne. Un document qui prouverait une fois pour toutes la supercherie de Vincent Ashford. La charte était plus ancienne que tout le monde ne l'avait imaginé, remontant aux premiers jours du développement du territoire. Ses pages étaient jaunies par le temps. L'encre était fanée, mais encore lisible, et son contenu allait réduire à néant les mensonges soigneusement construits par Vincent. Selon le dossier original, la Continental Western Railroad s'était vue accorder des droits sur des corridors terrestres spécifiques qui s'étendaient sur 32 km au sud de Larkspur Ridge et n'avaient rien à voir avec les propriétés que Vincent revendiquait au nom de l'autorité ferroviaire. Il utilisait l'entreprise ferroviaire légitime de son père pour couvrir des spéculations foncières totalement illégales, avait compris Amelia lorsque Patterson lui avait montré le document. Chaque titre de propriété, chaque revendication foncière, chaque menace juridique reposait sur des droits ferroviaires qui n'existaient pas. À présent, alors qu'ils s'approchaient de la salle communautaire, où Vincent les attendait avec ses représentants légaux, elle ressentait le poids de ce qu'il s'apprêtait à révéler. Il ne s'agissait plus seulement du Ranch Hunter. Il s'agissait d'une corruption qui touchait les plus hauts niveaux du gouvernement territorial. Vincent Ashford se tenait à l'extérieur de la salle, en conversation avec deux hommes vêtus de costumes coûteux, dont l'apparence indiquait qu'ils étaient des avocats venus de Denver, voire de Chicago. Il semblait confiant, voire détendu, s'attendant clairement à ce que cette procédure judiciaire ne soit qu'une formalité qui confirmerait ses revendications et éliminerait toute opposition restante à ses projets. Sa confiance vacilla visiblement lorsqu'il vit la taille de la foule qui approchait, mais elle disparut complètement lorsque le juge Harrison sortit de la salle avec la charte originale du chemin de fer. « Monsieur Ashford », appela le juge, sa voix empreinte de l'autorité de la loi territoriale. « Je pense que nous devons discuter de certaines divergences dans les documents déposés par votre compagnie ferroviaire. La procédure judiciaire qui suivit ne ressemblait à rien de ce que Larkspur Ridge avait jamais vu. Le juge Harrison, un homme fort de 30 ans d'expérience dans le domaine du droit frontalier, démolit méthodiquement les arguments de Vincent avec la précision d'un chirurgien retirant des tissus malades. Cette charte originale accorde à la Continental Western Railroad les droits sur un corridor reliant Denver au col montagneux du Sud. Harrison lit à haute voix. La limite nord de cette concession est clairement indiquée comme étant à au moins 20 miles de la colonie de Larkspur Ridge. Les avocats de Vincent ont tenté de faire valoir que des amendements ultérieurs avaient élargi les droits territoriaux des chemins de fer, mais lorsqu'on leur a demandé de produire ces amendements, ils n'ont pu fournir que de vagues références à des documents qui auraient été déposés auprès des autorités territoriales, mais qui, pour une raison quelconque, n'étaient pas disponibles pour examen. De plus, et poursuivit le juge Harrison, j'ai ici le témoignage du bureau du géomètre territorial indiquant qu'aucune revendication minière légitime n'a été déposée pour les propriétés en question. Les bornes topographiques découvertes par le jeune M. Morrison semblent avoir été placées sans autorisation légale appropriée. Votre honneur, intervint l'un des avocats de Vincent. Mon client agissait sur instruction expresse des autorités territoriales chargées du développement. Des instructions qui n'existent apparemment pas à titre officiel, interrompit Harrison. J'ai passé la nuit à examiner tous les arrêtés territoriaux pris au cours des 5 dernières années. Il n'existe aucune autorisation permettant à la Continental Western Railroad d'opérer dans cette région. Amelia observa le visage de Vincent, alors que toute l'étendue de sa responsabilité juridique devenait claire. Il n'était pas seulement confronté à une responsabilité civile pour des revendications foncières frauduleuses. Il risquait des poursuites pénales pour fraude, extorsion et complot. Son plan minutieux s'effondrait devant toute la communauté et ses avocats coûteux ne pouvaient rien faire pour l'empêcher. Monsieur Kane, s'adressa directement le juge Harrison à Hunter. Je considère que votre titre de propriété minière est authentique et juridiquement contraignant. Vous disposez de droits exclusifs sur tous les gisements minéraux situés sur votre propriété et aucune compagnie ferroviaire ni autorité de développement ne peut revendiquer ces droits. La foule éclata en acclamations, mais Harrison leva la main pour demander le silence. Cependant, poursuivit-il, je suis préoccupé par les informations faisant état de la présence d'hommes armés occupant le territoire situé à l'intérieur des limites de votre propriété.
Si ces individus se livrent à des activités minières illégales, ils doivent recevoir l'ordre de cesser immédiatement. Vincent s'avança, son sang-froid finissant par céder sous le poids de la défaite juridique. Votre honneur, ces hommes sont là sous mon autorité directe, en tant que représentant de la Continental Western Railroad, une autorité que vous ne possédez pas. Harrison l'interrompit brusquement. Monsieur Ashford, d'après les preuves présentées ici aujourd'hui, vous avez agi sous de faux prétextes et utilisé ces prétextes pour menacer et intimider des propriétaires légitimes. J'ordonne une enquête immédiate sur vos activités et je vous conseille vivement de coopérer pleinement avec les autorités territoriales. Mais Vincent Ashford n'écoutait plus les conseils juridiques. Il prenait conscience de la réalité de sa situation, de la révélation de sa fraude, de l'effondrement de son plan, de la fin certaine de sa carrière et peut-être même de sa liberté. Une lueur désespérée et dangereuse brillait dans ses yeux. « Ce n'est pas fini !» dit-il calmement, d'une voix menaçante qui fit reculer plusieurs personnes dans la foule. « Les procédures judiciaires sont une chose, mais il existe d'autres moyens de résoudre les litiges dans ce territoire. » Le shérif Patterson s'approcha, la main posée sur son étui à revolver. « Monsieur Ashford, je ferai attention à ne pas proférer de menaces devant un juge territorial. Ce ne sont pas des menaces, shérif, des promesses. » Le regard de Vincent se posa sur Hunter avec une haine non dissimulée. « Vous avez peut-être gagné au tribunal aujourd'hui, mais les décisions de justice n'ont pas beaucoup d'importance pour des hommes qui se sont déjà engagés dans une voie particulière. » Le message était clair. Les hommes de main de Vincent étaient toujours sur le terrain, toujours armés, et n'étaient plus liés par aucune autorité légale. Ce qui avait été un complot criminel était sur le point de devenir quelque chose de bien plus dangereux. La confrontation survint plus tôt que prévu. Alors que la foule se dispersait après l'audience, un cavalier fit éruption dans la ville avec une nouvelle qui glaqua le sang de tous ceux qui l'entendirent. Les mineurs armés de Vincent avaient abandonné leur site d'excavation illégale et se dirigeaient à toute allure vers Luxor Ridge, avec des intentions clairement hostiles. 25 hommes armés et cherchant des ennuis rapporta le cavalier au shérif Patterson. « Il se peut qu'une heure s'écoule rapidement derrière moi. » Hunter s'avança, sa main vérifiant instinctivement le badge d'adjoint qu'il avait épinglé à son gilet. Ce même badge qu'il portait il y a des années, lorsqu'il était l'adjoint de Patterson, pendant les troubles territoriaux avec les Indiens. Le métal était terni par le temps, mais il portait toujours le poids de l'autorité légale et, plus important encore, il représentait son engagement à protéger sa communauté, quel qu'en soit le coût personnel. « Tom, nous devons évacuer les femmes et les enfants. » Hunter dit au shérif, « Si les hommes de Vincent viennent ici pour se battre, nous ne pouvons pas risquer que des innocents soient pris entre deux feux. »« Je m'en occupe déjà, » répondit Patterson. « Martha organise les familles à l'église. C'est le bâtiment le plus facile à défendre de la ville, mais Amelia n'avait aucune intention de se joindre à l'évacuation. « Je reste, » a-t-elle déclaré fermement. « Absolument pas, » a immédiatement rétorqué Hunter. Ce combat a commencé parce que Vincent pensait pouvoir intimider les gens pour qu'ils abandonnent ce qui leur appartenait. Je ne me laisserai pas intimider maintenant, Amelia. Ce sont des tueurs professionnels, et je suis une femme qui a passé 10 ans à prouver qu'elle pouvait se débrouiller seule dans des situations où les hommes pensaient qu'elle ne survivrait pas. Elle s'approcha de lui, sa voix empreinte de cette intensité tranquille qui lui avait si bien servi dans les négociations commerciales. « Hunter Kane, tu m'as dit un jour de revenir quand je serai plus âgé. Je l'ai fait. Maintenant, fais-moi confiance, je connais mon propre esprit et mes propres capacités. » Avant qu'il n'ait pu répondre, le bruit de sabots se rapprochant emplit l'air. Ce n'était pas l'approche tonitruante de 25 cavaliers, mais le pas mesuré d'un seul cheval portant une nouvelle importante. Le cavalier qui apparut était Billy Morrison, son jeune visage rougi par l'excitation et l'urgence. « Monsieur Kane, shérif Patterson » cria-t-il en retenant son cheval épuisé. « Les hommes de Vincent, ils ne viennent pas en ville. »« Que voulez-vous dire » demanda Patterson. « Je les ai suivis depuis leur campement, en restant cachés dans les arbres. Ils ne se dirigent pas vers Locks Ridge. Ils vont à votre ranch, Monsieur Kane. Vincent est avec eux, et il prépare quelque chose de grave. » Hunter sentit un frisson le parcourir. Il va détruire tout ce qu'il ne peut pas voler. S'il ne peut pas extraire l'argent, il s'assurera que personne d'autre ne le puisse. « Que pourrait-il faire » demanda Amelia. «
effondrer les puits de mines, empoisonner les nappes phréatiques, peut-être même brûler les bâtiments et contaminer le sol. Un homme suffisamment désespéré détruira quelque chose plutôt que de laisser ses ennemis s'en emparer. Le shérif Patterson commença à organiser les défenseurs de la ville, mais Hunter se dirigeait déjà vers son cheval. « Je dois aller au ranch, nous venons avec vous », dit Morrison s'exprimant au nom des éleveurs rassemblés. « Ce n'est pas votre combat. »« Bien sûr que si », répondit fermement Morrison. « Vincent nous a tous mis sous pression. S'il parvient à détruire votre propriété, aucune de nos propriétés ne sera en sécurité. » Alors qu'il se préparait à partir, Amelia s'approcha de Hunter avec quelque chose dans les mains. Une petite pochette en cuir qu'il reconnut immédiatement. « La montre de ton père, » dit-elle en lui mettant la pochette dans les mains. « Tu l'as laissée à la pension hier. J'ai pensé que tu voudrais peut-être l'avoir avec toi. » Hunter ouvrit la pochette et en sortit la montre de poche en or, dont le poids familier le rassurait étrangement. Dans l'incertitude de ce qui les attendait, l'inscription gravée par son arrière-grand-père brillait toujours. « Le temps révèle toutes les vérités. Le temps révèle toutes les vérités, » répéta-t-il doucement. Puis il leva les yeux vers Amelia avec une expression qui traduisait 10 ans de sentiments inexprimés. « Si nous ne nous en sortons pas, nous nous en sortirons, » l'interrompit-elle. « Et quand ce sera le cas, nous aurons des choses à discuter. 10 ans de choses. » Le trajet jusqu'au Ranch Kane les fit traverser une région qu'ils connaissaient tous deux intimement, suivant des chemins tracés par le bétail et marqués par des repères qui renfermaient des souvenirs d'enfance. Mais aujourd'hui, ce paysage familier avait quelque chose de sinistre, trop calme, trop immobile, comme si la terre elle-même retenait son souffle dans l'attente de ce qui allait se passer. Ils aperçurent la fumée avant d'atteindre les bâtiments du ranch, de minces colonnes noires s'élevant dans le ciel de l'après-midi depuis la direction des mines. Vincent avait bel et bien commencé sa campagne de destruction, tentant de rendre sans valeur ce qu'il ne pouvait revendiquer. « Éparpillez-vous », ordonna Hunter aux hommes qui l'accompagnaient. « Ne leur donnez pas de cible concentrée, et n'oubliez pas que nous ne sommes pas ici pour tuer qui que ce soit si nous pouvons l'éviter. Mais nous ne les laisserons pas détruire ce qui appartient à cette communauté. » Alors qu'ils franchissaient la dernière colline surplombant le ranch, l'ampleur du désespoir de Vincent devint évidente. Ces hommes avaient placé des charges autour du filon d'argent principal, se préparant à faire s'effondrer le réseau de grottes naturelles qui donnait accès aux gisements les plus riches. De la fumée s'élevaient des équipements en feu et plusieurs bâtiments du ranch montraient des signes de sabotage délibéré. Vincent Ashford lui-même se tenait près de l'entrée de la mine, ses vêtements coûteux déchirés et sales, le visage déformé par la rage d'un homme qui voyait s'effondrer autour de lui le monde qu'il avait soigneusement construit. Il tenait dans ses mains une torche allumée et affichait un regard de détermination désespérée qui avertissait toutes les personnes présentes qu'il était prêt à tout détruire plutôt que d'accepter la défaite. « Hunter Kane !» cria Vincent à travers la vallée. « Vous avez remporté votre victoire juridique, mais voyons ce que cela vous apportera quand il ne restera plus rien à revendiquer. » La confrontation finale était sur le point de commencer, et le badge de Hunter Kane, symbole de son engagement envers la justice et la protection de sa communauté, reflétait la lumière de l'après-midi alors qu'il se préparait à affronter l'homme qui avait menacé tout ce qui lui était cher. 6 mois plus tard, le soleil printanier réchauffait la vallée, tandis qu'Amelia se tenait sous le porche de la maison du Ranch Kane, regardant Hunter travailler avec une équipe de mineurs légitimes qui étaient venus non pas pour voler, mais pour s'associer. Le filon d'argent que Vincent Ashford avait tenté de détruire par désespoir et cupidité fournissait désormais un revenu stable grâce à une extraction prudente et durable qui respectait à la fois la terre et la communauté qui y vivait. La confrontation à la mine ne s'était pas terminée par des coups de feu, mais par le refus des propres hommes de Vincent d'obéir à ses derniers ordres destructeurs. Ils étaient peut-être des tireurs professionnels, mais même les tueurs à gages avaient leurs limites lorsqu'il s'agissait de destruction gratuite. Lorsque le shérif Patterson arriva avec les marshals fédéraux, convoqués par les télégrammes urgents du juge Harrison, Vincent se retrouva abandonné par ses propres forces et confronté à une justice qui ne pouvait plus être achetée ou intimidée. La procédure judiciaire qui suivit révéla un complot qui s'étendait bien au-delà de Larcourt Ridge. Le père de Vincent, le magnat des chemins de fer, fut accusé au niveau fédéral de fraude et de complot, tandis que ses relations au sein du gouvernement territorial furent exposées et poursuivies en justice.
Les activités légitimes de la Continental Western Railroad se poursuivirent sous une nouvelle direction, mais leurs spéculations foncières illégales devinrent des exemples édifiants dans les cercles juridiques de tout le territoire. Alors qu'Amelia se préparait pour la soirée qui marquerait la transition la plus importante de sa vie, elle tenait entre ses mains un nouvel acte qui portait à la fois son nom et celui de Hunters, établissant leur partenariat dans le ranch et les opérations minières. Ce document représentait non seulement un accord juridique, mais aussi l'accomplissement des promesses faites il y a des années par deux personnes qui avaient eu besoin de temps pour devenir dignes l'une de l'autre. La ville avait également changé, passant d'une communauté agricole tranquille à une communauté plus prospère, mais toujours fidèle à ses valeurs. De nouvelles familles étaient arrivées, attirées par les opportunités minières légitimes et la réputation d'équité qui avait émergé de la résistance réussie de la communauté aux manœuvres de Vincent. La pension était pleine, le magasin général s'était agrandi et on parlait même d'une véritable école pour accueillir le nombre croissant d'enfants. Mais le plus important était peut-être que la vallée avait compris que la force ne venait pas de la richesse individuelle ou de l'autorité extérieure, mais de la solidarité des gens autour de principes plus importants que le profit. Amelia appela Martha depuis l'intérieur de la maison, avec ce mélange particulier d'excitation et d'inquiétude maternelle qui caractérisait les occasions importantes. « Il est temps de te préparer, ma chérie. » Elle jeta un dernier regard sur le ranch qui était devenu son foyer d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée lorsqu'elle avait 16 ans. Les bâtiments étaient solides et bien entretenus, les pâturages verts avec du bétail représentaient une prospérité honnête. Et au loin, la mine fonctionnait au rythme régulier d'une entreprise légitime. C'était une vie fondée sur la vérité plutôt que sur la tromperie, sur le partenariat plutôt que sur la domination. À l'intérieur de la maison, Martha attendait avec la robe de mariée qu'elles avaient passé des semaines à confectionner ensemble. Ce n'était pas la robe sophistiquée que la mode aurait pu dicter, mais quelque chose de plus significatif. La robe était faite d'un tissu de la couleur du ciel de la prairie au coucher du soleil, avec des boutons en nacre qui avaient appartenu à la grand-mère d'Amelia et des bordures en dentelle que Martha avait réalisées au cours des longues soirées d'hiver. « Tu es magnifique, mon enfant, » dit Martha en attachant les boutons. « Ta mère serait si fière. » Par la fenêtre, ils pouvaient voir les invités du mariage se rassembler dans la cour du ranch. Les mêmes personnes qui s'étaient unies contre les menaces de Vincent Ashford célébraient maintenant l'union de deux personnes dont l'histoire d'amour était devenue partie intégrante du récit plus large de la vallée, celui de la résilience et de l'espoir. Hunter attendait sous les peupliers où la cérémonie allait avoir lieu, vêtu de son plus beau costume et la montre de poche en or qui avait appartenu à son père et à son grand-père. À côté de lui se tenait le shérif Patterson, qui allait célébrer la cérémonie en sa qualité de magistrat territorial, ainsi que les éleveurs et les habitants de la ville qui s'étaient rassemblés et qui étaient devenus une famille grâce à leur lutte commune et leur soutien mutuel. Alors qu'Amelia traversait la cour pour rejoindre l'homme qui lui avait dit de revenir quand elle serait plus âgée, elle ressentit le poids du chemin qui les avait menés jusqu'à ce moment. 10 années passées à se construire pour devenir quelqu'un digne d'être sa partenaire, à apprendre que l'amour ne requiert pas seulement des sentiments, mais aussi de la sagesse, pas seulement de la passion, mais aussi de la force. Le regard de Hunter croisa le sien à travers la foule rassemblée, et dans son expression, elle vit tout. Elle avait espéré trouver non pas le rejet gentil d'un homme protégeant les sentiments d'une enfant, mais l'accueil de quelqu'un qui reconnaissait en elle la femme qu'elle avait travaillé si dur à devenir. « Mes amis, » commença le shérif Patterson lorsqu'ils se tinrent ensemble sous les arbres, « nous sommes réunis aujourd'hui non seulement pour assister à un mariage, mais aussi pour célébrer le genre d'amour qui rend les communautés plus fortes. Hunter Kane et Amelia Rose nous ont montré que certaines promesses méritent d'être tenues, peu importe le temps que cela prend, et que certains rêves méritent d'être poursuivis, peu importe la difficulté du chemin. La cérémonie était simple, mais profonde, marquée non pas par un rituel élaboré, mais par la joie sincère de personnes qui avaient gagné leur bonheur en surmontant ensemble l'adversité. Lorsqu'ils ont échangé leurs alliances, de simples bagues en or qui résisteraient bien aux années de travail au ranch, la foule rassemblée a compris qu'elle assistait à un événement qui renforcerait toute la communauté. Alors que le soleil se couchait sur Larkspur Ridge, peignant le ciel de nuances dorées et cramoisies qui rappelaient à toutes les personnes présentes à la soirée d'il y a 10 ans,
lorsqu'une jeune fille au cœur brisé s'était fait une promesse. Hunter et Amelia Kane se tenaient ensemble sous le porche de leur maison commune. Au loin, les lumières de la ville scintillaient comme des étoiles et le son de la musique flottait à travers la vallée, provenant de la fête qui se poursuivrait jusque tard dans la nuit. « Tu ne le regrettes jamais ?» demanda Hunter, son bras autour de sa taille, tandis qu'ils regardaient leurs amis et voisins faire la fête en contrebas, partant quand tu es parti, passant toutes ces années loin d'ici. Amelia s'appuya contre son épaule, sentant la force solide qui l'avait attirée vers lui quand elle était jeune fille et qui la soutenait désormais en tant que femme. « Pas un seul instant, répondit-elle. J'avais besoin de ces années pour devenir quelqu'un qui mérite ce que nous avons maintenant. Et tu en avais besoin pour devenir quelqu'un prêt à partager une vie plutôt que simplement à la protéger. » Hunter sortit la montre de son père pour vérifier l'heure dans la lumière déclinante. « Le temps révèle toutes les vérités », lutter la haute voix sur l'inscription. « C'est vrai, acquiesça Amelia en couvrant sa main de la sienne. Et la vérité, c'est que certaines histoires d'amour valent la peine d'être attendues. » Alors que l'obscurité s'installait sur la vallée qu'ils partageaient désormais, Hunter et Amelia Kane entamèrent le prochain chapitre d'une histoire qui avait commencé par la promesse d'une jeune fille et s'était transformée en quelque chose qui renforcerait leur communauté pour les générations à venir. L'argent sous leur terre leur apporterait la prospérité, mais l'amour qu'ils avaient construit leur apporterait quelque chose d'encore plus précieux. La preuve que certaines promesses, une fois faites, valent toujours la peine d'être tenues. Morte Vanilla é muito boa. Claro. Quem é que chamou de gostosa? Ah, não é conosco. Autoestima aqui, entendeu? Tô levando. Ah, tá, que você tá no Twitter. Tá. Eu sou gostosa? Tá, peraí. Obrigada, Nogal. 140 Obrigada. megapixels, galera. Obrigada, obrigada. Nossa, é 140 megapixel mesmo. Puta que o pariu, não tem nem perigo. 1, 2, 3 Será e que não vai. rola o drive, não? Da Cut no coisa? Hum, 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 hum. Ficamos calados ou ninguém está a falar? Ah, ninguém está a falar. É, pra ver no Twitter. Vê a cutscene Ah, no Twitter, Ver sabe? no Twitter. Sorry. Vamos lá. Peraí. Deixa eu parar a música. Agora chega de lo-fi. Agora é putaria. Propriedades. Vou botar som aqui. Perfeito. Vou botar o Twitter aqui. Não, prefiro botar assim. E aqui. Vamos lá. Peraí, é a qualidade de merda de sempre, né? É, o Twitter não nos permite viver felizes. Não tá enquadrado, pode crer. Pronto. Pô, vai sem montar uma, cara. A gente só se fode. Ah, não, vai abrir o portal, calma. Ah, tá. Graças. Mano, o viajante é o Moa, esse pai, hein? Nossa, que viagem tenebrosa que a gente vai fazer. Puta que pariu. Nossa, que viagem horrorosa. Nossa, por isso que a gente bebeu absinto, porque a gente vai chegar gorfando lá do outro lado.
Caraca, que bonitinha as roupinhas. Nós chegamos tudo fudido. Legal. Peraí, deixa eu botar o jogo de volta. Tirar aqui. Calma aí, calma aí. Calma aí, tô só configurando aqui. Terminando de configurar. Aqui, aqui, ok. Aqui tem... Não, não configurou, calma. Pronto. Foi. Deixei o Spotify configurado pra tocar musiquinha, se precisar, se eu quiser. Pronto, tudo certo. Tamo de volta. Vamos. Olha, começou já? É pra ir? Ué, como que a gente vai? Ah, Pra pode onde? ir? Ah, já pode Eu tô ir? comendo. Aqui, ó. Aonde vai? Eita. Eita. Cheguei pra Oh, shit. Ok. É pra bater aqui já? Que Não, isso? porra. Não, calma, 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 Gente, calma. velho. Deu, rapaziada. Salve, salve. Uma Ô, boa Guga, ele vai tomar no noite seu a cu, seu você. filho de uma puta. Ô, Galipeito, Vai se tchau. fuder, Guga. Vai se Macedos, fuder. é bom que vocês Não, decidem. Meu Deus, Calma, calma, calma. Vocês- Ordem, caralho! Vocês estão contra? Ô, galera, calma aí, calma aí, calma aí. Pra que briga? Pra que essa briga? Por que essa briga, galerinha? Pra que essa briga aí? Queremos o líder. Queremos o Galera. líder de vocês, idiotas. Sim, senhor, sim, senhor. Pode esperar só um segundinho. A A gente líder do tem- meu clã tá aqui, ó. A gente tem Ótimo. uma oportunidade Fale aqui. Qual que é o seu nome, pra senhor? Pedra. Até a pedra? Responder, mas eu preciso ouvir antes e tá difícil. Calma Eita aí. porra. E vai tomando. Com licença. Oi. Ela é a líder, tá vendo? Ela é a líder. Ela. Opa. Ela. Opa, tudo Ok. bem? Opa. Prazer, dona líder. Eu sou a Juju, líder do clã da Souza dos Macedo, Gato e Amigos. Muito prazer. Vocês são? É, do Carmesim. é. Nomes? Se Ah, Vocês já nos conhecem, Eu não. idiotas. na verdade, não. o J. Macedo falou Acertei. que vocês eram uma tal de Especialistas. Suza falsa pra nós.